Madame, Messieurs, bonjour à tous. Merci infiniment de nous retrouver ce matin sur Equinox Télévision avec cette nouvelle édition des 10-12, le Zénith. Vous le savez, le Cameroun est en mouvement, la toile également est en mouvement et on n'arrête pas depuis hier de renvoyer comme ceci des pics à la classe gouvernante et surtout dirigeante du moment à la suite du rapport d'enquête qui a été rendu public hier, signé bien sûr du secrétaire général à la présidence de la République, Monsieur Ngongo. Et vous le savez, le chef de l'État hier a pris des résolutions quant au massacre perpétré le 14 février en Garbou, c'est bien sûr dans la région du Nord-Ouest. En tout cas, vous aussi ce matin, vous pourrez encore réagir face à ce sujet qui est de plus en plus, qui fait parler un peu plus d'un. Souvenez-vous également qu'à l'occasion, le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika avait d'ailleurs tensé certains médias, mais surtout jeté de l'opprobre quand même sur Equinox Télévision et Radio, disons voilà, que nous avions pris et fait cause aux côtés des organismes internationaux comme Human Rights Watch qui avait d'ailleurs révélé cette situation et qui nous avait permis en tant qu'unique média de nous rendre sur le terrain des événements. En tout cas, on en reparlera ce matin longuement dans cette édition de 10-12 le Zénith, mais surtout d'autres sujets qui vont certainement vous raviver et surtout vous permettre de garder la saine attitude. Pour bien faire, la grande équipe est là au complet ce matin. Bonbon Bengan nous retrouve. Bonjour Bonbor et bienvenue à nouveau. Bonjour Monsieur Gatoumba. Bonjour à vous chers téléspectateurs. Le Fonds monétaire international doit statuer dans quelques jours et le gouvernement estime que ça lui sera favorable sur la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Il est à noter que le gouvernement camerounais avait saisi le Fonds monétaire international pour une facilitation de décaissement de l'argent face à cette pandémie. Et le fonds envisage de se réunir dans les prochains jours pour accorder des aides. Il faudrait donc, quel plan de réponse a-t-il été présenté là-bas? On ne sait rien, mais toujours est-il que des sources proches, très introduites au sein du gouvernement, on nous dit le fonds va accorder de l'argent au Cameroun. Le Fonds monétaire international s'entend. Ouais. Donc, on va dire que c'est un prêt de trop peut-être? De trop, je n'en sais rien. Le gouvernement a dit qu'il avait des problèmes pour lutter contre le coronavirus parce que le budget était voté à l'Assemblée nationale. Il y a eu des réajustements dans d'autres pays et le gouvernement a voulu dire nous on ne sera pas dans les 5 000 milliards comme des autres pays. On a procédé à une facilité, il a ouvert un guichet pour le Cameroun. Donc en fait, il veut ouvrir un guichet pour le cas du Cameroun. En tout cas, on sait que le Burkina Faso et le Niger en ont profité il y a quelques jours déjà de l'aide venant du FMI. On en reparle ce matin. Charles Amel Mbachou, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère que nos petits-fils réussiront à jouir de ce que nous on n'a pas joui parce que à la suite de Bambok, nous sommes extrêmement endettés. On ne va pas oublier les emprunts obligataires, on ne va pas oublier les emprunts officiels et officieux, plus d'officieux. Ça tue le Cameroun. J'espère qu'on s'en sortira. Dans tous les cas, ne consommez plus Artemisia, nous dit l'OMS. L'OMS a dit qu'il faut arrêter, il ne faut pas boire. Ne consommez pas Artemisia organique de Madagascar, ne consommez même pas l'Artemisia. Mais j'ai bien envie de leur poser une question. Venez arrêter les bras de tous ceux qui vont prélever l'écorce et bouillir dans leur foyer. En tout cas, on le sait bien, l'OMS aujourd'hui et avec les Africains, il y a une réelle crise entre l'OMS d'une part et bien évidemment les Africains qui estiment que l'OMS ne donne pas de solution rapide effectivement à la crise liée à la crise sanitaire liée au Covid-19, mais surtout on ne donne pas la possibilité aux Africains d'utiliser ce qu'ils savent le plus utiliser, c'est la pharmacopée traditionnelle. En tout cas, on le sait aussi que Madagascar a rendu public déjà son médicament, magique, parlant bien évidemment de la lutte contre le Covid-19. Karine Santia, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aussi aux téléspectateurs, un bonjour spécial au ministre de l'administration territoriale, bonjour spécial à l'ex-ministre de la communication. Ils se sont retrouvés deux
dans les mêmes faits avec un Mali bis. Je m'explique. Comment comprendre que dans notre pays, on est toujours en train de revenir à la chasse lorsqu'on a perdu le gibier? Nous voici aujourd'hui que la vérité est sortie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que depuis 17 h hier, ils ont tous disparu. Et de leur compte Facebook, on ne voit personne. Même le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le ministre du Travail aussi, ils ont disparu. On les cherche aussi dans tous leurs réseaux sociaux. Ils ont tous disparu. Même les éminents professeurs et maîtres de conférenciers camerounais, eux aussi, ils ont disparu. On vous attend au tournant. En tout cas, pour ces conférenciers, nous leur souhaitons beaucoup de courage, mais surtout aussi pour des confrères qui ont choisi, bien évidemment, de travailler ou encore de faire un travail qui n'est pas de façon à saluer les plus faibles. C'est assez dangereux. Elle nous retrouve ce matin avec le même sourire, la même joie. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Depuis hier, j'ai la phrase d'une célèbre chanson qui me revient en boucle dans la tête. C'est celle de Kérosène qui dit « Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels eurent raison ?» Elle me revient comme ça sans cesse par rapport au rapport qui nous présente les responsables du crime, du massacre du 14 février. Malheureusement, nous, ici à Equinox, on a été taxés de Radio 1000 Collines parce que simplement, on n'est pas de ceux qui, à l'approche du visage, on a l'huile d'un célèbre poisson sur la bouche. On ne chante pas les louanges, on est resté honnête et sincère dans la retransmission des faits. Aujourd'hui, on nous dit qu'on sait qui sont les coupables des crimes qui ont endeuillé plusieurs familles. Mais moi, en tant que Camerounaise, j'aimerais qu'on nous présente ces criminels-là. J'aimerais qu'on les présente à la face du monde pour que même les familles de ces endeuillés puissent faire le deuil et mettre des images sur les auteurs de ces crimes-là. Et au reste, permettez-nous de faire notre travail parce que peu importe les menaces, les intimidations et autres, on continuera de rendre les faits et on ira certainement au-delà. Allez, on va quand même dire, Dominique Audrey, à la suite justement de vos propos ce matin, qu'on s'en souvient qu'il y a eu cette réaction après le 14 février du maire de l'évêque de Kumbo, qui lui, par contre, avait parlé de 24 morts. Ouais. Dans le dernier rapport qui a été fait, on nous parle de 18 morts au final. Et le chef de l'État a demandé à ce que les corps soient exhumés et qu'il y ait vraiment une réparation faite aux familles des victimes aujourd'hui. En tout cas, on en reparlera pendant l'émission. Vous nous laisserez, madame, monsieur, vos différents commentaires aux différentes pages 10-12, le Zénith ou encore Equinox Télévision. Pourquoi pas au contact téléphonique qui s'affiche au bas de l'écran uniquement pour chacun d'entre vous. N'oubliez pas que chaque matin, on retrouve Dominique Audrey avec une belle histoire. Je ne sais pas si celle de ce matin sera belle ou pas. À vous d'en juger. Dominique Audrey, l'histoire du jour. L'histoire de ce matin ne va certainement pas plaire aux hommes, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui se dit qu'elle vient de se retrouver au chômage parce qu'elle a annoncé à son employeur qu'elle était enceinte, dont celui-ci l'a mise à la porte. Elle dit que son mari a un salaire assez confortable, il touche sensiblement 150 000 francs. Actuellement, ils ont un enfant et un autre bébé en route et elle se plaint que son mari ne lui donne pas l'argent de poche. Elle dit que depuis qu'elle est au chômage, son mari ne lui donne pas, que ce soit l'argent du vernis, que ce soit l'argent du lait de toilette. Elle se plaint également que lorsqu'il va en voyage, il ne laisse quasiment rien. Parce que lorsqu'à la fin du mois, il a donné l'argent de la ration, il part, il ne laisse rien. Il peut faire 3 semaines, il ne cherche pas à savoir comment elle va. Ils ne font aucune sortie et à la maison, il n'achète que le strict minimum. Elle aimerait comprendre comment faire changer cet homme-là qui est très radin et qu'il puisse lui offrir des plaisirs de temps en temps. Comment vivre avec une personne radine? Ouais.
Bon, écoutez, en même temps, on va en parler ce matin et il y a certainement pas mal de Camerounais et de Camerounaises qui vivent la situation. Qu'est-ce que ça vous inspire ce sujet ce matin? Dominique Audry a très bien fait de poser la question, comment vivre avec une personne qui soit radine? On attendra certainement vos réactions. Mais Maman Bengan, on commence avec vous. Dire que l'on vit avec sa femme, on ne lui donne pas grand chose, peut-être on n'en a pas assez. En même temps, la prestation justement de ce sujet, de ce jour, de l'histoire. Comme les femmes ont décidé de ne pas plaire aux hommes, moi aussi, je vais demander aux hommes de ne pas plaire aux femmes et d'utiliser les termes qui choquent et dire une personne radine, considère son mari de radin. Bah, il est chiche. Bon, les termes qui choquent, comment vivre avec une femme escroc? C'est ça la vraie question. On n'escroque pas son mari. Si. Comment? Est-ce que le mari est alors radin? Le Il mari ne lui donne rien. est parcimonieux dans son... Dans sa gestion financière. Ouais. On dépense avec parcimonie. Ouais, c'est ça, être radin. Regardez le déroulé de l'histoire. Elle dit, depuis que j'ai perdu le travail, mon mari ne me donne. Ça veut dire quoi? Quand elle travaillait, elle ne veut rien donner. Elle fait, j'allais dire, blackout. De tout quand elle travaillait, blackout, c'est ça l'escroquerie. Elle dit, nous les hommes, nous souffrons, mais nous faisons semblant de ne pas voir ces souffrances-là. Parce que précisément, on nous a appris de porter et les souffrances et les espérances de la famille. Mais sauf que nos femmes ne nous accompagnent pas pour que la famille arrive aux espérances. Elles nous engouffrent dans les souffrances. C'est pour ça que, c'est ça la mère qui aime les statistiques. Moi, je suis convaincu, je n'en parle plus, je suis convaincu qu'il y a un fort taux d'AVC des hommes. À cause des femmes? Oui, à cause des femmes. Et l'autre chose, c'est que entre les couples qui meurent le plus, ce sont les hommes. L'homme a bientôt. Voilà. Parce qu'ils font trop de Donc, il y a trop de veuves. Ils font trop de Il y a trop de veuves. Donc, en réalité, voilà une femme qui est prise dans son propre piège. Au lieu de se tourner vers le vrai problème, on licencie parce qu'elle est enceinte. Là, elle ne pose pas ce problème-là. Elle dit, le licenciement, elle vient créer les problèmes là où on ne devrait pas en avoir. Là où elle est enceinte, le mari lui apporte toute l'assistance nécessaire et tout l'accompagnement. C'est là où elle crée des problèmes. Là où il fallait créer des problèmes. De dire par exemple que mon mari a refusé de m'accompagner à l'inspection du travail parce que j'avais un malaise de la grossesse. Non, elle ne pose pas. Pour elle, ce n'est pas un problème. Précisément parce qu'elle vit ça seule. Elle estime qu'elle est en train de gagner le procès près de l'inspecteur du travail. Mais elle joue à la, comment je vais dire ça, à la pauvre à la maison. Elle sait bien. Mais est-ce que le mari c'est un licence. Est-ce Non, que le mari doit a s'occuper de sa femme? Bon. Mais justement, nous le faisons. Et quand le mari dit donc, tu ne souffres pas, commence à calculer les dépenses au moment où, parce que l'argent de la femme c'est pour elle. Hein. Ça c'est l'expérience que je vous dis. C'est pour elle et pour sa famille biologique. Même ses propres enfants, elle ne dépense rien. Elle peut dépenser pour ses propres frères et sœurs, mais pour ses enfants, elle dit attends ton père. Donc, vous allez vivre ça. Donc, elle est donc en train de gagner le procès en justice pour licenciement abusif et elle ne voudrait pas que son mari regarde. Voilà le vrai problème. Et elle veut donc racler tout ce que son mari, alors que le mari lui a intégré que madame ne travaille plus. Les dépenses doivent être élaborées de telle manière, de telle ici, de ci. Voilà le problème, non? Comment cacher ses revenus à son mari? Voilà le problème qu'elle a. Mais attendez, il faut encore qu'elle ait ses revenus, puisqu'elle vous dit que... Elle les a. On ne peut pas dans ce pays, même le Cameroun est ce qu'il est, une dictature. On licencie une femme parce qu'elle est enceinte et elle reste à la maison, elle ne saisit pas l'inspection de travail. Vous êtes les femmes qui aiment l'argent comme ça, mon frère. Toi, tu fais comme ça. Elle ne saisit pas l'inspection de travail. D'accord, c'est bien compris, c'est bien compris. Bon, Bengan. Charles Amel Bachou, il faudrait quand même que l'homme s'occupe de sa femme. Lorsqu'elle est en période de disette, elle a été licenciée avec un ventre, on va dire, ballonné.
parce qu'en fait, elle est enceinte et elle est ballonnée, oui, parce qu'elle est enceinte. Et aujourd'hui, elle est en famille. Il faut quand même que son homme s'occupe d'elle. Elle estime qu'il faut se refaire sa beauté, sa toilette, pour davantage plaire à son homme, qui lui est un peu plus que radin. Bon, comment est-ce qu'on analyse ça? Vous avez de belles expressions, radin. Il est radin, mais il rassure. Il est radin, mais il paye la maison. Il est radin, mais il s'occupe des charges fixes. C'est ça être radin. C'est ça être un homme. Ben, qu'elle porte tout son salaire une fois, qu'elle s'en aille avec, monsieur Michel Ngachou. Je crois que cette femme est une menteuse. Elle est une menteuse dans ce sens que elle a un congé maternité qu'on lui a dûment donné, qu'elle aille accoucher tranquillement. Donc vous ne croyez pas Elle a transformé son licenciement pour épuiser, éprouver, presser et stresser l'homme. Vous voyez l'expression. Donc je pense que une femme qu'on a licenciée a un certain type de comportement, une certaine attitude. Elle rentre et dit à son mari que oui, j'ai été licenciée. L'homme va chercher à comprendre les raisons. Parce que c'est important ce qu'a dit Mbamba tout à l'heure. Vous ne pouvez pas avoir une femme qui arrive vous dit parce que je suis enceinte, on m'a licenciée. Non, vous allez, l'homme, chercher à comprendre, essayer de rencontrer quels sont les motifs pour lesquels on a licencié, bien évidemment, dédommager. Si dédommagement il peut avoir, essayer de voir comment dédommager. Je pense qu'à ce niveau même, encore là, ça pourrait passer. Vous savez, le salaire de la femme, je le dis tout le temps, devrait être géré par l'homme. La femme, lorsqu'elle touche son salaire, elle devrait rentrer, prendre le salaire et dire « Voici le fruit de mon dur labeur ». Elle pose et l'homme de dire « Ok, voici le mien ». Parce que ce n'est pas une affaire, comme on dit les bantous, c'est l'homme qui veut s'arroger. Non, voici le mien. Nous concédons comment? Quelles sont les priorités du mois? C'est la femme de vous dire, il manque le riz, il manque le sel, il manque, le gaz va bientôt finir, il faut ceci. On ouvre les poches en déposant ce qu'on appelle un fonds de roulement, sachant déjà ce qui se passe dans la maison. Si pendant le cours du mois, le gaz finit, la femme n'a pas besoin de vous téléphoner pour vous dire, monsieur Ngachou, le gaz est fini à la maison. Là, on voit souvent des hommes péter les plombs au bureau parce que la femme a appelé. J'ai dit, j'étais en train de préparer ta nourriture, le gaz est fini. Le gars, comment dit, tu veux que je prenne l'argent où? Vous voyez, il y a des gens qui vivent comme ça. La femme va être là sur ce fonds de roulement, elle paye tranquillement le gaz. C'est aussi vrai que ça a un autre verre, parce que pour avoir des femmes dépensières. La femme a abandonné le communautarisme pour s'intégrer, pour s'inscrire dans la logique de l'individualisme. Elle est individualiste, comme l'a dit Bobo, c'est son argent. Prenons 150 000. Essayons de respecter ce que prévoit le code de la famille avec 150 000 francs. 150 000 francs, vous devez, votre maison, si vous louez, doit être le tiers de votre salaire. Donc imaginons qu'il soit à 50 000 francs en termes de location avec charge fixe, c'est-à-dire eau, lumière, téléphone et tout, ils sont à 50 000 francs CFA. Il y a le transport, il y a la ration, il y a l'épargne, il y a la santé. À côté de ça, il y a une grossesse à venir. Là, un accouchement normal, j'enlève le suivi prénatal et tout ça. Un accouchement normal, ça va chercher dans les 60 000 francs. 60 000 francs, en principe, c'est 40 000, mais on met 60 000 francs CFA. L'hospitalisation, la moindre des chambres, c'est 10 000 francs. Fois 3, nous sommes déjà à 30 000 francs. Les complications qui peuvent survenir, on ne souhaite pas, on met à 50 000 francs. Seulement pour la grossesse de cette femme, on est plus dans les 140 000. On va chez les 140, 150 000 francs. Voire plus. CFA, voire plus. Non, on est en train de supposer. Ouais. Alors vous voyez que le monsieur se dit, voici ma femme est en train d'entrer dans une phase. Elle ne pourra plus produire, elle ne sort plus. Il faudrait qu'on soit limite, qu'on vive de manière limite. Vous avez des hommes même. Il peut arriver que cet homme a des soucis, des arrêts de salaire. Nous sommes en pleine période du Covid. Ça peut être qu'au niveau de l'entreprise, il a des difficultés, il a un souci, mais il ne peut pas l'afficher. Vu l'état de sa femme, il décide de garder et jouer son rôle. Même dans cela. Et c'est là où je dis sur vos femmes, à des moments, il faut apprendre à comprendre votre homme. Vous avez des gens qui ont des difficultés de salariales, mais ils se battent quand même à ramener quelque chose. Ils se battent à venir donner quelque chose. Et on trouve toujours. Que dites-vous, cher Lamel, à cette femme? Qu'elle dérange. Ouais. Qu'elle dérange, qu'elle se taise et porte sa grossesse, c'est tout. Jean Lamel, ce matin, pour son opinion, madame, monsieur, et on se tourne rapidement vers vous, Karine Santia. Est-ce que cette femme n'a pas quelque part la gêne de savoir qu'elle soit enceinte et qu'elle veut rester, on va dire, radieuse aux yeux de son homme, au point d'attendre un peu plus de lui?
En tout cas, si elle est enceinte, on peut comprendre son comportement. Hein. Vous savez que les femmes enceintes, pour certaines, ont tendance à critiquer tout. On a l'impression qu'elles rentrent à l'époque, à l'étape d'adolescence. Il y a des femmes enceintes que pendant leur grossesse, tout ce qu'elle voit, elle veut manger. La voisine prépare, c'est ça qu'elle veut manger. La voisine fait quelque chose, c'est ça qu'elle veut. Vous voyez un peu. Mais pourquoi, donc je me dis, tendance à l'argent? L'argent, ce n'est que l'une des facettes que vous n'allez pas comprendre. Son mari ne sait pas peut-être comment est-ce qu'elle se comporte même avec les voisins. Ça peut être le même comportement. Je vous dis, certaines femmes, quand elles sont enceintes, je vous assure, leur comportement vous laisse sans voix. Vous avez l'impression que vous ne la connaissez plus. Donc, elles deviennent différentes. Mais par rapport à l'histoire de ce matin, pour une personne normale qui a perdu son travail, moi, je vais lui dire que la main qui demande ne fait pas le trait de ce qu'on donne. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes à la maison et que vous avez seulement perdu votre travail, il n'est pas évident pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de faire un certain nombre de dépenses, de commencer à les faire juste parce que vous n'avez pas la possibilité de le faire vous-même. Donc, si un homme n'avait pas l'habitude de vous donner l'argent pour votre coiffure, pour votre onglerie et autres, ne vous attendez pas à ce qu'il le fasse de manière indépendante, genre, chérie, est-ce que tu as mis les ongles, est-ce que tu vas te coiffer et tout. Il ne le fera pas parce qu'il n'a pas eu l'habitude de le faire. Vous avez l'habitude de faire des choses par vous-même. Donc, il s'attend à ce que vous ne le demandiez pas. Mais quand vous êtes dans cette situation, je pense que parler simplement pourrait résoudre le problème. Elle est égoïste, comme disait Charles Mbachou. Pas forcément. Parce qu'elle ne pense qu'à elle, là. Non. C'est pas qu'elle ne pense qu'à elle. C'est une femme qui est en train de vivre ce que ça fait d'être sans emploi, en fait. Vous voyez quelqu'un qui, quand elle a fini ses études, directement elle a trouvé un travail, elle a eu l'habitude de vivre à un certain niveau. Et lorsque elle perd son travail, redescendre à un autre niveau et commencer à quémander, ça la rend impulsive parfois. Et ça fait, on pense qu'elle est égoïste, mais c'est parce qu'elle n'a pas eu l'habitude. Elle doit encore apprendre à vivre comme quelqu'un qui n'a pas de travail. Et oui, c'est possible de perdre son travail parce que vous êtes enceinte dans notre pays, le Cameroun. Et il y a des personnes qui travaillent sans connaître leurs droits, sans savoir qu'elles peuvent aller à l'inspection du travail pour déposer une plainte et suivre la plainte et être gain de cause. Il y a des gens qui ne le savent pas. Plusieurs personnes, même en cette période de Covid que M. Bachou a soulevé, il y a des personnes qui ont perdu leur travail juste parce qu'il y a eu une épidémie. Donc, on ne peut pas garder tout le monde. Il faut réduire les effectifs au travail. Donc, il faudra prendre tout cela en compte. Mais le problème principal aujourd'hui, c'est que cette femme a l'impression qu'elle n'est plus la même. Et elle se trouve même gênée de devoir demander un certain nombre de choses à son mari. C'est pourquoi elle pense qu'il est radin. Mais lui, il n'a pas eu l'habitude de le faire. Donc, dans l'histoire de Dominique Audrey, ce que je conseille à cette femme aujourd'hui, c'est de dire à son mari ce qu'elle pense. C'est-à-dire lui dire que j'ai l'impression que tu es radin parce que tu vois, je suis à la maison, j'ai tel nombre de problèmes et tout, mais je vois que tu ne sens pas ça et tout. Il va lui dire pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas. Et puis ça va passer, c'est même pas un problème. Est-ce que ce sera facile également, Dominique Audrey, que la femme ait le courage nécessaire d'aller dire à son homme, voilà, moi je pense que tu es radin, étant donné qu'elle aussi, pendant qu'elle travaillait, elle aurait pu faire un peu d'économie, sachant qu'il pouvait avoir un temps de disette et comprendre que toutes les charges fixes de la famille sont quand même portées sur l'homme. Elle n'aurait pas pu faire d'économie parce que simplement, lorsqu'elle touchait son salaire, elle venait donner à son mari la totalité. Merci. Elle a déjà quand. Malheureusement, elle a été trop naïve. Elle a fait totalement confiance à cet homme-là. Elle a tourné le problème. Non, j'ai pas tourné le problème. Aujourd'hui, elle est en train de gérer ce qu'on appelle au Cameroun son retour. Parce que tout le temps qu'elle était en service, lorsqu'elle avait son salaire en bonne épouse, celle que M. Mbachou prône, elle est venue et elle a donné son salaire à son mari. Vous ne l'avez pas Donc c'est le mari qui a dépensé. Vous ne l'avez pas dit dans l'histoire. Aujourd'hui, non. Il y a des façons, il y a des mots qu'on n'a pas besoin de dire pour qu'on comprenne. Pas dans l'histoire, vous devez tout dire. Donc aujourd'hui, elle ne fait que les frais de ça. C'est pour ça qu'il est important que ma mère me disait, ou bien continue de me dire que lorsque tu as ton argent, même si tu vas faire le marché, si tu dois acheter la tomate de 100 francs, enlève 25, tu gardes. Si tu dois acheter quelque chose de 200, enlève 50, tu gardes. Parce qu'on ne sait jamais. Même si vous donnez, entre guillemets, la totalité de votre salaire à votre mari, il arrive que vous puissiez avoir des à côté. Et maintenant, acheter du vernis, si vous allez faire le marché, le vernis, ça coûte 200 francs. On n'a pas forcément besoin que
votre mari vous donne cet argent-là, il faudrait que vos récriminations soient autres. Ne lui demandez pas de l'argent du vernis, non. Oui, on peut comprendre que dans un couple, il est important d'avoir des moments privilégiés avec son partenaire. Les hommes, faites sortir vos femmes. Il faut distraire vos femmes. Vous allez dire qu'aujourd'hui, à le Covid, on ne peut pas, mais organisez des trucs en famille, à la maison, et rendez vos femmes heureuses, parce que cette femme, elle est un peu frustrée. Et il faut être honnête et reconnaître que les hommes, aujourd'hui, ont de la peine à s'occuper des femmes, même si elles travaillent. Si une femme travaille, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous occuper d'elle. Charles Hamel veut absolument rebondir parce que là, si on ne l'arrête pas, ce sera assez compliqué. Je commence d'abord par votre expression. Vous savez, les premiers conflits dans le couple viennent par l'emploi des expressions et généralement de la femme. Dis à une femme, elle va se placer d'abord comment pour me dire que je suis radin. Mais tu es mon mari. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Dans mari, il y a respect. Il y a respect. Dis la vérité ne veut pas dire qu'on manque de respect. Ce n'est pas une vérité. Je dis, ce n'est pas une vérité. Je suis désolée. Vous venez dire, tu es radin. Tu es trop chiche. Ça, c'est quelle expression ça? Tu es mon mari et je te dis la vérité. Dedans, elle pose la question de vernis. Elle veut tout à la fois. Le vernis, elle veut la sortie, elle veut bien accoucher dans un hôpital au standing, elle veut être suivie par n'importe quel médecin. Écoutez, il faut faire la part des choses à un moment, vous les femmes. Faites la part des choses. Si vous voulez bien accoucher, on va se battre pour vous trouver un médecin qui va vous suivre. Certaines vont jusqu'à choisir même la clinique. Parce que vous pouvez voir un bon Boglanti, les hommes sont très frustrés. Vous avez des femmes qui vous disent non, je ne me fais pas suivre à quoi? Bona prison ou Bonandio. Si ce n'est pas cet endroit, je ne pars pas. Vous avez des femmes qui... Oui, je le dis, des femmes qui restent à la maison, elles bloquent. Alors, allez savoir combien on paye à Bonaprison ou à Bonandio pour le suivi d'une grossesse. Vraiment, je veux que mon enfant naisse bien. Si elle arrive là-bas, on dit que maintenant vous avez pris quelques kilos, il faudrait que vous soyez sur ceci. Elle rentre à la maison, elle vous impose une nutrition spéciale. Parce qu'on lui a dit que elle doit consommer les légumes, elle vous met sous régime, alors que vous n'avez aucune intention. Donc vous voyez le stress que les hommes vivent dans le foyer. Donc vous avez donc cette femme qui va arriver, elle va vous dire, c'est comme ça. Non, c'était un homme de radin qui assume les charges. Vraiment, c'est de la mauvaise foi. Merci beaucoup, Monsieur Mbachou, qui doit assumer les charges dans un foyer? Ce n'est pas l'homme. Oui, mais attendez. C'est son devoir. Oui, on est d'accord. Paye ton loyer. Avec l'argent de la femme aussi. Paye ton loyer. Avec l'argent de la femme aussi. C'est pour ça qu'elle a donné son salaire. Paye ton loyer, nourris tes enfants et occupe-toi de ta femme. C'est ton devoir. Parce qu'il ne faut pas être seulement être homme quand il faut dire que je vais être polygame. Non, c'est jusqu'au bout. Donc, et c'est fois je veux voir venir. Non, on va en parler. Mais donnons la possibilité effectivement aux téléspectateurs de réagir. Qu'est-ce que ça vous renvoie comme question? Croyez-vous vraiment, vous, madame, que vous puissiez accepter de vivre avec un homme qui a toutes les charges de la famille avec lui et qui vous traitez plus tard de radin? Ou encore vous aussi, comment vivez-vous en fait avec vous, monsieur, à la maison? Le sont-ils ou pas? Laissez-nous vos réactions, on va les lire. On en a besoin véritablement dans cette émission de 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, tout de suite, on va aller voir ce que nous propose ce matin Charles Hamel Bachou dans le cadre de la colère. Et la colère ce matin, croyez-moi, elle n'est pas facile à digérer. Elle est forte. La colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact de l'Agence nationale d'investigation financière dans le détournement de fonds dans ce pays. Depuis des années, des voix s'élèvent pour accuser, pour soupçonner, pour pointer un doigt accusateur sur certaines personnalités, sur certains individus dans ce pays qui, de manière étrange, sont devenus riches. Lancé en 2006 face à la pression des bailleurs de fonds, l'ANIF, à ce jour, est loin d'avoir atteint les objectifs escomptés, car elle-même se pose des questions. Elle n'a aucun droit, sinon celui de faire tout simplement des rapports et de l'adresser au chef de l'État. D'autres dossiers
elle peut, dans une certaine circonstance, envoyer au TCS, Tribunal criminel spécial. Peut-on dire qu'elle joue pleinement son rôle en tant qu'organe important de lutte contre l'enrichissement illicite? Point d'interrogation. Comment comprendre le musellement des institutions de lutte contre les détournements et les blanchiments d'argent? Savez-vous que la CONAC a été sommée de ne plus citer nommément dans son rapport ce qui porte atteinte à la fortune publique? Savez-vous que les rapports de la Chambre des comptes sont restés lettres mortes depuis sa création? Que dire donc du Consupé qui n'a jamais publié de rapport depuis le départ de Yébé Haïssi? Voilà la NIF. Elle a été créée pour pouvoir rentrer là où personne ne peut avoir accès, aller à l'extérieur. Combien de fois dans les journaux on a interrogé la richesse de X ou de Y? Combien de fois dans les médias on s'est intéressé aux achats immobiliers d'un X ou d'un Y? Trop de questions où on attendait des réponses, mais jamais elles ne sont revenues. À la NIF, la dénonciation de la corruption est devenue un sujet tabou qui mérite la loi du silence. À quel timing obéit donc la NIF? À quoi bon exposer certaines personnalités à la honte et à l'humiliation tout en offrant une protection à ceux que le pouvoir ne veut pas voir inquiéter? Telle est la question qu'on est appelé à se poser lorsqu'on a répondu à celle de savoir à quel timing obéit les arrestations. Comment comprendre tout cet enrichissement illicite que vit ce pays avec la présence d'un organe aussi fort, aussi puissant que l'Agence nationale d'investigation financière? Et il suffit de parcourir les rapports de la CONAC, d'observer le train de vie des Camerounais pour comprendre que la NIF a tout à faire. Mais le fait-elle réellement? Comment expliquer que de plus en plus sont observées à travers la République des personnes dont les fortunes sont injustifiées? Le Cameroun est le seul pays où l'on peut voir un fonctionnaire en quelques mois de service construire des immeubles et rouler dans de grosses cylindrées, dépenser un argent sans aucune traçabilité. Les fonds publics détournés par des agents de l'État sont souvent réinjectés dans le circuit économique à travers des prises de participation dans des entreprises locales ou étrangères, ou encore des investissements colossaux dans des biens immobiliers dans le pays à l'extérieur. Tout ça se sait, on crie, on envoie des dénonciations via les numéros, mais hélas, à la fin, lettre morte. Ils disent là-bas du côté de la NIF qu'il y a une pile de dossiers sur la table du chef de l'État, avec des rapports, avec des conclusions, mais pourquoi n'agit-on pas? Personne à l'état actuel des choses ne peut être arrêté ou poursuivi, alors que des soupçons et des indications de fortune inexplicables sont visibles si on ne l'a pas décidé plus haut. Pourquoi alors avoir créé la NIF si on a véritablement desserré les serres de cet épervier? Comment comprendre que jusqu'à ce jour, on attend encore le décret d'application de l'article 66? La Constitution camerounaise stipule à son article 66 que le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement assimilés, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale et les membres du Sénat, les DG des administrations publiques et parapubliques, les magistrats doivent faire une déclaration de leurs biens et avoir au début de leur fonction. Mais il se trouve que cet article n'a jamais été mis en application. D'ailleurs, il semblerait qu'il ait écrit blanc sur blanc. Savez-vous qu'entre janvier 2006 et décembre 2016, la NIF a enregistré un total de 2660 déclarations de soupçons provenant des professions assujetties. Banques, établissements de microfinance, avocats, notaires, experts comptables et trésors publics. Que dire du secteur des assurances et celui des établissements de microfinance, surtout ceux de deuxième catégorie, qui offrent à la clientèle une large gamme de produits au même titre que les banques classiques? Ça, la NIF peut-être n'a pas vu. Au Cameroun, on a toute forme de blanchiment d'argent. Blanchiment par des placements financiers, blanchiment par des investissements immobiliers et utilisation des sociétés écrans, blanchiment par des transferts de fonds à l'étranger et investissements directs, blanchiment par auto-prêt et altération des valeurs, blanchiment par prise de participation à l'actionnariat dans les grandes sociétés, blanchiment par virement électronique, blanchiment par des faux gains de jeux de hasard
Et on sait qu'au Cameroun, en termes de jeux de hasard, il y en a nombreux. Blanchiment par vente de véhicules d'occasion, véhicules de la brocante. Utilisation des associations caritatives et religieuses. Savez-vous qu'en 2012, l'ANIF a reçu 153 déclarations de soupçons et transmis 44 dossiers à la justice. Savez-vous que 1049 milliards 917 francs ont été blanchis entre 2006 et 2017 et un peu plus aux alentours de 2 milliards et demi entre 2017 et 2020. Savez-vous que l'ANIF a reçu plus de 5000 dénonciations de blanchiment d'argent en 2017 et environ 700 rapports transmis aux autorités judiciaires? Pour quelle fin? Silence, on joue. La colère de Charles Batchou ce matin, madame, monsieur, il jette bien évidemment son dévolu sur l'Agence nationale d'investigation financière, l'ANIF, et Bonbon Bengan. À entendre Charles Batchou ce matin, on a le sentiment qu'on est, je ne vais pas peut-être employer l'expression République bananière, parce que là, on a une institution qui ne communique pas, qui ne parle pas, c'est vrai. C'est une cellule de renseignement financier de type administratif, bien sûr attachée au ministère des Finances. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement croire en la crédibilité de l'ANIF? Oui. Oui, l'ANIF fait bien son travail. Et justement, le décret qui crée l'ANIF fait état de ce que même les journaux, au cas où vous aurez des informations sur les comptes bancaires des particuliers, vous n'avez pas le droit de les rendre publics. Vous les publiez, le ministère public peut vous saisir. Précisément pour dire que l'ANIF ne doit rien dire en public. Rien. L'ANIF est muette. Elle ferme l'information pour cela. Parce qu'il y a deux choses, en fait, qui ont poussé à la création de l'ANIF. Il y a, si vous lisez le livre de Paul John Malterga, paru chez l'Harmattan en 1991, avait pour titre « Ouverture démocratique en Afrique noire francophone, point d'interrogation ». Sur le chapitre qui concerne le Cameroun et l'UDEAC à l'époque, qui est devenu la CEMAC, Paul Tedga dit dedans que l'argent sort de nos pays plus de 150 milliards de francs sans contrepartie, donc sans les filières maîtrisées par la BEAC, qui est la Banque centrale. Et il a essayé de faire les décomptes de cet argent-là entre 60, 80, entre 80 et 90. Donc, beaucoup d'argent sort de nos pays sans contrepartie, donc sans la maîtrise des réseaux de la BEAC. Il y a ce problème. Le deuxième problème, parce que la NIF est le produit, j'allais dire, d'une époque. Le deuxième problème, c'est quoi? Lorsque la crise éclate en 1986-87, les services spécialisés de la BEAC font état, 20 ans après, en 96, non, 10 ans après, en 96, fait état de ce que les particuliers ont plus d'argent que les entreprises. Et parmi ces particuliers, les fonctionnaires tiendraient le haut du pavé. Donc, vous voyez donc que les chefs de l'État de la CEMAC, c'est à eux que sont adressés tous les rapports, c'est eux qui apprécient. Donc, ils sont donc coincés entre démocratisation de leur pays, entre la langue populaire qui baisse, entre ci et ça, d'abord les entreprises qui ferment, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme c'était une bande de copinage, parce qu'ils gouvernaient depuis des années 60, c'est des bandes de copains qui gouvernent, et il y en a même qui peuvent vous dire qu'il n'y a pas de preuve de détournement, ainsi de suite, ainsi de suite. Il se trouve donc aujourd'hui le fait que les bailleurs de fonds internationaux leur disent votre management n'est pas bon, n'est pas clair. Donc, vous-même, les chefs d'État, vous participez au détournement d'argent. Mais détournement d'argent, mais également au blanchiment d'argent. C'est donc pour ça que les chefs d'État, puisqu'ils veulent toujours obtenir des financements, des prêts d'argent auprès de ces bailleurs de fonds, étaient donc obligés de créer, je dis bien contraints, de créer des agences comme ça au niveau de la BEAC, parce que c'est à partir de 2000, vous allez vous rendre compte
que, quand vous lisez les textes de la BEAC, on vous parle du règlement 001 TAM, du règlement 0 TG pour le blanchiment d'argent, règlement 002 du 3 TCC, règlement du 4 avril 2003 Yaoundé, tout ça. Donc il y a un certain nombre de textes au niveau de la BEAC pour que les chefs de l'État essaient de prouver à leurs bailleurs de fonds que maintenant vraiment nous avons des collaborateurs qui sont des très grands voleurs. Nous-mêmes, il y en a même qui le disaient dans les discours, les gars à col blanc, comment vous les appelez souvent? Voilà, col blanc là. Oui, mais les bandits à col blanc. Voilà, ils commencent à utiliser les noms alors qu'on les protège. On les protège. Voilà un peu pourquoi on a demandé à la NIF. Vous verrez la même chose, même l'agence au Gabon, on vous dit ne parle pas. Donc, vous envoyez les dossiers en justice, puisque la justice, c'est le pouvoir exécutif là-bas qui contrôle, alors que le pouvoir judiciaire aurait pu être un pouvoir à part pour des gens. Mais, vous savez, la chancellerie leur dit non, Mbatou, non, il nous parle trop. Poursuivez-le. Bon, il est un peu doux là. Donc, c'est donc comme ça on va commencer à être chercheuse, à prendre ici et là. Mais on dit à la NIF, si vous parlez là, c'est pas bon. Donc, on va comprendre justement sur cette explication de Momo Bengan qui a quand même un doute, hein, enfin peut-être pas un doute, il y a un petit problème de crédibilité concernant la NIF. En fait, parce que les gens ne savent pas vers qui aller. Oui, mais lorsque la NIF a un dossier, que la NIF les porte effectivement au niveau du TCS, que la NIF ne se limite pas seulement à faire des rapports au chef de l'État. Non, la NIF envoie au TCS. La NIF, c'est au TCS. Le TCS a même dit, je pense avec le premier président qui est parti, c'était Yapabdou. Il avait dit, oui, il faut préciser, non, quand c'est bien, c'est bien. Il avait dit que la NIF avait permis à un moment donné de recouvrer l'argent, plus de milliards de francs. Non, il avait dit. Donc, et apparemment, même les magistrats ne doivent pas beaucoup parler. Bon, là, c'est justement ça qui est donc mauvais. Il faudrait que, comme on dit à la NIF d'être muet, il faudrait donc que les magistrats qui sont dans des cours puissent parler, notamment les brigades qui ont la charge de lutter contre le terrorisme, contre le blanchiment d'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. On va se retourner rapidement vers vous, Dominique Audrey Oyengele. Essayez de comprendre quand même la situation. Lorsqu'on a une institution comme la NIF, qui peut avoir en son sein quand même pas mal de copains avec qui on s'entend et on s'accorde, et sans réellement frapper quand il faut frapper, est-ce qu'on n'a pas le sentiment aussi que la NIF peut être considérée comme une institution à tête chercheuse? Votre avis? Oui, on peut se dire que c'est une bande de copains qui gèrent les retours d'une histoire qu'on n'a pas digérée, tout simplement parce que moi, si on s'en tient aux prérogatives qui encadrent le décret portant création de cette institution, la NIF est censée prévenir et réprimer le blanchiment d'argent, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Maintenant, quand on essaie de disséquer un peu ça s'étale sur plusieurs angles. Il est question de toucher à la corruption, au détournement de fonds publics, à la cybercriminalité, à la fraude fiscale et plein d'autres choses. Mais malheureusement, jusqu'à l'année dernière, récemment, on parlait encore de 66 fonctionnaires qui ont réussi à détourner de l'argent. Comment un organisme qui est censé prévenir de ce genre d'actes n'a rien fait? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ils réussissent à éviter ça. On sait quelles sont les méthodes qu'utilisent généralement les blanchisseurs d'argent. Ils passent par des banques, ils passent par des entreprises, on dit entreprises écrans, pour faire les transferts, des transactions, mais on ne les voit pas. Ils vont même plus loin. Généralement, dans ces jeux de hasard qu'on voit partout, ils achètent des tickets et ils se présentent comme les heureux gagnants de certains millions. Mais en principe, si on avait un État où on contrôlait tout ce qui se passe normalement, on verrait et on saurait, bon, peut-être qu'ils savent qui sont les gens qui font ça, mais ils décident simplement de fermer leur bouche quand on leur donne ce qui a conséquence. On finit par se dire que ça ne sert à rien. Donc la NIF, pour vous, est corruptible? Je ne parle pas forcément de la NIF, je parle des gens qu'on envoie sur le terrain. Est-ce que le gouvernement met en place des institutions qui sont chargées, contrôlées? Au niveau de la cybercriminalité, je crois que c'est l'Antique qui est censé intervenir là. Oui. Combien de Camerounais ont été escroqués via Internet? Pourquoi rien n'est fait?
Pourtant, on est censé pouvoir rattraper toutes les personnes qui sont à l'origine de ces actes-là. Donc, il y a tellement de récriminations à poser qu'on a envie de se questionner même sur l'importance de l'existence de cette ANIF-là. Merci beaucoup, Dominique André. Bien évidemment. Allez, on va se retourner vers vous également, Karine Sontia. Au-delà de la présence de l'ANIF, on sait, il y a encore aujourd'hui plus de fonctionnaires de plus en plus riches. Et on se demande, est-ce que l'ANIF parvient véritablement à enquêter ici? Charles Amem Batunou l'a fait savoir tout à l'heure dans sa colère qu'en 2017, près de 5 000 rapports ont été faits. Et jusqu'à présent, on sait quand même que dans ces rapports, il n'y a que des fonctionnaires qui sont le plus souvent cités. Et ils sont de plus en plus riches quand même. Oui, ils sont de plus en plus riches parce que notre État est constitué, c'est un État fonctionnaire, un État bureaucrate qui fabrique des riches et qui les met à la fonction publique. Par rapport à au rôle de l'ANIF aujourd'hui, l'ANIF a l'accès au budget de l'État. Donc, il peut contrôler comment est-ce que les dépenses de l'État sont effectuées. L'ANIF a accès au fichier solde de l'État. Donc, il peut savoir quel nombre d'employés l'État du Cameroun a. Il a l'accès aux dépenses de l'État. Donc, à chaque fois qu'on met sur pied un budget, il a la possibilité de savoir comment est-ce que ce budget a été effectué parce que c'est aussi ça son rôle. Et l'ANIF a la possibilité de vérifier l'utilisation de ces fonds. Du coup, au final, quand on parle de blanchiment d'argent au Cameroun, tous ceux qui sont en prison au Cameroun sont les détourneurs de fonds publics. Mais est-ce qu'on a pu nous dire s'ils ont blanchi de l'argent et comment est-ce qu'ils ont pu blanchir ces argents-là? On ne nous dit pas. On reste silencieux. C'est vrai qu'il y a des organismes qui participent au secret de l'État. C'est normal que dans tous les pays, ça existe parce qu'il faut faire, il faut faire aussi attention au terrorisme et tout. Mais ce qui nous intéresse encore plus dans le rôle de l'ANIF, c'est qu'il y a des déclarations de soupçons qui sont faites. Il y a des déclarations de soupçons. Avec plus de 5000 déclarations de soupçons que les gens font, on n'entend même pas qu'une personne a été arrêtée pour blanchiment d'argent. C'est critique. Ça l'ex perplexe. On a l'impression qu'il y a une sorte d'entretien des blanchisseurs d'argent. Peut-être c'est l'impact peut-être c'est la conséquence, ou peut-être c'est beaucoup plus visible avec l'opération Épervier. Je dis peut-être. Peut-être c'est visible avec l'opération Épervier, peut-être que c'est visible aussi avec les arrestations pour détournement de fonds publics qu'on fait tous les temps, mais je ne comprends pas comment est-ce que avec ces déclarations de soupçons, même pas 200 par an ne sont connus. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un a blanchi de l'argent? Il existe aujourd'hui pas seulement des entreprises écrans, hein. Il y a des entreprises où on achète par exemple un capital, une action, et puis on fait blanchir son argent facilement. Il y a des entreprises au Cameroun aujourd'hui qui font de l'importation des produits avec des fausses factures. Moi j'ai vu dans certains films comment est-ce que des gens créent des entreprises douanières pour pouvoir faire du blanchiment d'argent, du trafic d'armes et tout, mais c'est ça qu'il faut que l'ANIF fasse tous les jours. Mais même si l'ANIF n'a pas le droit de rendre public ses rapports, ce qui est compréhensible, il faudra au moins que sur le terrain, on sache qu'il y a une action qui est faite. Il n'est pas question ici de continuer à spolier les Camerounais, à détourner les fonds et puis à blanchir de l'argent en utilisant encore les entreprises camerounaises. Bon, on peut penser qu'en interpellant l'ANIF, comme le ministre de l'administration territoriale a fait récemment, oui, concernant le fonds de collègue ou encore le fonds, lui, qui a été initié par le MRC avec Survie Cameroun Survival Initiative, que l'ANIF peut mettre la main sur ce compte-là facilement? Non. L'ANIF va apporter les informations sur ceux qui ont ouvert ce compte. Mais ne peut pas fermer le compte. Non, ne peut pas fermer le compte. Ça relève du ministère des Finances dans les accords de coopération qu'ils ont fait. Avec les banques. L'ANIF n'apporte que des informations. Donc, si c'est un bon qui allait créer l'association MRC à Strasbourg, avec qui ils étaient quand, voilà. Quels sont les premiers fonds, c'est tout. Et lorsqu'on a aujourd'hui l'ANIF et qu'on est de plus en plus de Camerounais riches, sans enquête au préalable sur ces richesses-là, quand même, ça pose un petit problème. Non, parce que ce sont nos chefs d'État qui sont les principaux responsables. Ils ont laissé faire. Il faudrait maintenant que la NIF nous parvienne à leur culpabilité. Or, la culpabilité des chefs d'État voudrait dire qu'on les pousse à la démission. Très bien. C'est ça, c'est pour ça donc qu'ils ont créé la NIF
pour dire que non, protéger. voilà, nous avons les collaborateurs qui... Et pourtant, voilà, et pourtant, c'est eux les principaux. Et pourtant, on a encore l'article 66 du Code pénal qui pose un problème. On va non, de la Constitution, qui leur demande de déclarer les biens et ils refusent. Voilà, très bien, de la Constitution plutôt, je vous en prie. Alors, Charles Amène-Battu, tout à l'heure, vous tentiez de nous faire savoir qu'il faut desserrer les serres de cet éperviable. Mais cet épervier, on a même complètement émoussé les serres de l'épervier pour la simple raison que il n'y a pas longtemps, on avait Lawan Bako, le président d'un parti politique, qui a fait une lettre confidentielle au chef de l'État dans laquelle il détaillait un ensemble de dénonciations. Vous avez des personnes qui, de manière individuelle, dans certains quartiers, se lèvent. Vous avez un jeune garçon, vous ne savez pas d'où il vient. On dit qu'il travaille dans tel corps. Il a monté une maison de 200 millions de francs CFA avec des jacuzzis internes, des terrasses. On doit interroger cette richesse. D'où est-ce qu'elle vient? On n'a pas besoin d'avoir la NIF. Je crois qu'il y a plus. On doit interroger d'où provient cette richesse. Vous avez des individus ici, ben, il faut vous placer sur les différents axes, notamment l'axe Loudouala-Yaoundé. Vous allez voir le type de véhicule que certaines personnes roulent. Mais il a travaillé quand? Regardez que depuis hier, il y a une interrogation sur la toile. On veut savoir, les Camerounais veulent savoir combien touche le chef de l'État camerounais. Les gens veulent savoir comment est-ce que le chef de l'État fait pour donner des milliards et des milliards. Il touche combien? Ça, c'est ce que les Camerounais se posent depuis quelques jours au fil des dents. On dit non, il faudrait qu'on déclare, on paie là comme ça que le chef de l'État a les 6 milliards par mois. On ne sait pas. Bon, ça, c'est les questions que les Camerounais se posent sur la toile. On veut savoir, et c'est le rôle de la NIF d'être là. Il y a cette société aux États-Unis. Lorsqu'on vous retrouve maintenant un certain train de vie, rappelez-vous le fils de Liban Liliken, je pense bien, menait un train de vie aux États-Unis. Le FBI, il y a des students, on l'a interpellé. Je pense bien, j'espère que je ne me trompe pas. Lorsqu'elle était directrice des douanes, directeur des douanes, on a interpellé le fils. Et la mère est venue justifier sur l'origine de ces milliards, de ce train de vie de cet enfant. Mais pourquoi ici on ne peut pas le faire au Cameroun? Pourtant, on a un organisme comme la NIF qui est censé veiller à cela. Il y a tout un quartier. Vous avez des gens dans la zone de Ngoma. En allant sur l'axe de Ngoma, en allant vers 31, il y a des gens qui sont en train de construire, une seule personne, qui sont en train de construire des quartiers. Ils ont pris cet argent où ils vendent quoi? Des bœufs? Ils vendent quoi? Et même ça, je pose une question. Est-ce que c'est des bœufs? Parce qu'on sait que au nord, vous allez poser la question, on va vous dire non, nous on vend des bœufs, on a des ranchs, on a ci, on a ça. Et ils vendent quoi? Des bœufs? C'est quel type d'affaires qu'ils font? Vous avez des fonctionnaires qui battent aujourd'hui le record dans le domaine des banques. Vous avez plein, on a dit, les accusations dans le secteur des banques, mais c'est grave. Vous avez des microfinances de seconde catégorie qui offrent les mêmes services que les banques classiques. C'est pas normal. Il y a un blanchiment au fond, il faut aller enquêter. C'est le rôle de la NIF. Est-ce qu'il faudrait qu'on interpelle la NIF pour un X? On néglige. Pendant ce temps, le bas peuple s'interroge. Lorsque vous voyez aujourd'hui, vous circulez, quelqu'un vient, on dit klaxon, on dit dans l'équipe avec la voiture volée. Même si c'est un pauvre Camerounais qui s'est débrouillé, il faut qu'on frappe. On frappe à un moment donné pour savoir. Imaginez que vous êtes patron d'entreprise, vous recrutez quelqu'un dans votre entreprise, vous lui confiez le service, je ne sais pas, mon marketing, vous lui confiez n'importe quel service, et un bon matin, un an après, vous le voyez rouler avec une voiture de 75 millions. Qui dépasse la vôtre. Parfois même qui dépasse la vôtre. Vous êtes appelé à enquêter pour savoir, est-ce que ce gars ne me pose pas? Vous êtes obligé de jouer le rôle de la NIF pour vous rassurer que ce gars, est-ce qu'il n'est pas en train de me voler? Et finalement, on trouve toujours des poches ou des niches que le gars a créées pour pouvoir se servir. C'est pareil. Donc, voilà l'État, les caisses de l'État qui sont vides. Vous nous annoncez tout de suite que le FMI va encore dégager des fonds pour aider, alors qu'il y a des gens qui se servent, qui sont connus. Et bon, vous dit, ils sont protégés. En tout cas, on en reparle, madame, monsieur. Vos réactions également, nous les attendons. Comment regardez-vous la NIF aujourd'hui? Quel regard jetez-vous sur la NIF? Et surtout, la colère que Charles Amène nous a proposée ce matin. N'oubliez pas non plus l'histoire proposée par Dominique Audrey Oyengelek. D'autres sujets tout à l'heure, vous les retrouverez. Mais surtout, on sera heureux de vous lire, madame, monsieur, après cette pause que l'on prend tout de suite et maintenant.
Allez, bon retour à vous, madame, messieurs. Vous savez, lorsqu'on prend la pause, hein, on peut également relire quand même quelques sujets qui nous tombent sur la main. Et on a quand même ce matin eu la chance d'avoir avec nous la nouvelle expression et qui nous a fait un titre assez fort quand même. Massacre de Ngarbou, Bia, désavoue à Tangandji. Je ne sais pas si vous avez pris le risque d'aller dans les kiosques que vous servez à la nouvelle expression. Si ce n'est pas encore fait, je vous le demande humblement, courez dans les kiosques. Il y a matière à lire cet article-là. Et dans cet article également, après avoir pris bien évidemment connaissance du rapport de la commission d'enquête qu'il avait prescrite sur cette tragédie survenue le 14 février 2020 dans le nord-ouest, Paul Biya vient d'ordonner l'arrestation des coupables dans les forces de défense et de sécurité. Vraiment, allez surtout lire l'article de la nouvelle expression ce matin. Cet article vaut la peine d'être gardé dans nos archives. Pour bien faire, vous êtes assez nombreux, madame, monsieur, à nous laisser vos réactions, vos commentaires. Karine Santia, tout de suite, nous prenons les messages des téléspectateurs. Pour la colère de Charles Armel, Konak ou Anif, ses grands frères, petits frères, on ne te dénonce que si tu ne veux pas adhérer ou si tu n'es pas du cercle. Voilà un cas palpable. Les 3 000 milliards de la Cannes, que sont devenus ces voleurs? Alors c'est blanc bonnet blanc. Christian qui nous a envoyé ce message. On n'y croit presque pas à la NIF, hein, Maman Bengan. Ouais, parce qu'en même temps, il faut au moins jeter un coup d'œil sur ce qui résulte des fonds alloués non, pour ce n'est pas la Cannes. Je pense que les Camerounais sont exaspérés, je suis d'accord avec eux, mais le travail qu'on a à la CONAC et à la NIF, ils font bien leur travail. La CONAC remet les rapports à la présidente de la République. Et la CONAC, je pense, depuis 2014, essaye de demander qu'on change ses orientations, son objectif. Il a demandé, le pasteur Massi Gams a demandé qu'on lui permette d'ester en justice. Donc lui, il a les preuves, il peut porter plainte contre des citoyens relativement à ce qu'ils avaient découvert. Mais on le lui interdit. Merci. Message Karine Santia. En ce qui concerne la NIF, je peux me tromper, mais je veux savoir, la NIF devrait déposer ses rapports où? À l'exécutif ou au judiciaire? S'il vous plaît, j'ai envie de savoir si c'est au président. Les deux, à l'exécutif et au judiciaire. Le ministre du Travail nous a dit en Mondiovision qu'il n'est pas pauvre. Le président Laurent Gbagbo nous avait pas pourtant dit, si quelqu'un veut être riche, qu'il ne fasse ni la politique, ni qu'il ne soit fonctionnaire. Ah, c'est Eugène Oui, mais Tondembo, si vous permettez, en juillet 1992, le ministre de la fonction publique de l'époque, il s'appelait Sali Daïrou, il avait dit qu'il n'est pas interdit aux fonctionnaires de faire les affaires. Alors qu'avant, on disait effectivement que si vous voulez devenir riche, ne choisissez pas d'être fonctionnaire. Donc on a donc changé la donne à partir de 1992, le juillet 92. Donc j'allais dire, le gouvernement a autorisé aux fonctionnaires d'être riches. Karine Santia. Parlant de la colère de ce matin, ceci m'emmène à m'interroger moi aussi sur la manière dont le PDG d'un organe de presse, pourtant il y a cela quelques années, si mes souvenirs sont exacts, était encore fonctionnaire des services de l'État. Un jour, même Dieu jugera pour nous, car nous ne faisons plus confiance à ces institutions financières. Alors, concernant encore ce communiqué a un contenu plus politique, ça c'est par rapport notamment à la revue des réseaux sociaux, on va revenir là-dessus, mais par rapport à l'histoire du jour, comment comprendre une femme comme Dominique qui se dit émancipée, instruite, se plaindre d'un mari qui a répondu de sa responsabilité. Même s'il encaisse toujours les insultes de sa femme, la femme doit dire merci à Dieu et à son mari puisqu'elle est au paradis, malgré sa mauvaise foi pendant qu'elle a travaillé. Voilà. Et j'aimerais dire aussi qu'elle ne ressemble ni à une femme émancipée, ni à une femme naïve. Elle a intérêt à changer sa manière d'agir. Alors, concernant l'histoire du jour, je pense que cette femme dérange vraiment. Si véritablement elle donnait entièrement son revenu à son homme, comment faisait-elle donc pour ses ongleries et autres plaintes de maintenant?
Voilà. De plus, elle ne pose pas les vrais problèmes, comme par exemple, en plus de supporter les charges fixes, comment fera son mari pour mener à bien sa grossesse en ces temps de crise liée au Covid-19. Vraiment, elle dérange. Ouais, elle Cédric Kemgang qui nous écrit. Alors, la femme devait comprendre que 150 000, c'est petit comme salaire pour un homme, surtout avec les responsabilités. Par conséquent, son salaire à elle sert à compléter pour le bien-être de sa famille. Alors, si elle perd son boulot, ça veut dire que le rythme de vie diminue. Faut aussi voir si ce ne sont pas les caprices des femmes enceintes. Delphine de Njombe qui nous écrit ce matin. Cette dame a besoin d'autre chose. C'est pas de l'argent de poche qu'elle a besoin avec cette pandémie qui est dehors. Elle devrait comprendre que les choses doivent changer aussi. Avec son état, elle doit comprendre que son mari doit faire des économies pour la venue de l'enfant. Encore, on ne sait pas ce que cela va coûter. Ouais. Samuel Beckham. Ben, écoutez, Dominique Audrey, certainement, il y a une belle réaction tout à l'heure lorsqu'on vous interpelle là quand même. Mais surtout de là, de l'interpellation, vous croyez quand même que l'homme va laisser les charges fixes pour s'occuper forcément de la femme pendant ce moment, lui donner l'argent de pause, l'argent des vernis. C'est important vraiment à un moment pareil? L'interpellation est inappropriée et elle n'a même pas lieu d'être. Donc je ne voudrais même pas répondre à ça. Je reste sur ma position. Ça n'a rien à voir avec l'instruction. Qu'un homme s'occupe de sa femme n'a rien à voir avec l'instruction. Évitez de vous en mêler les pinceaux. Je suis désolée. Je reste dessus et je dis que les hommes doivent s'occuper de leur femme. Maintenant, c'est à lui d'expliquer à sa femme que la situation actuelle ne lui permet pas de le faire. C'est tout. Mais c'est son rôle. D'accord, on vous a compris. C'est aussi le rôle de la femme de bien garder sa grossesse. Bien sûr, mais elle le fait. Elle ne le fait pas. Elle le fait. Elle se lance dans les injures, l'enfant récolte Ce n'est pas les une injures dans le injure, Ben ventre. Box. Monsieur, Ça veut Ce n'est dire pas une qu'elle injure. développe les rancœurs, elle Non. développe l'anxiété, elle développe des choses. Non. Et justement, elle est en train de vouloir dire que l'enfant que je vais accoucher là, ce sera Non. comment je vais dire ça, un inadapté social. Ben Bombok. C'est ce qu'elle est en train de Ben vouloir faire là. Bombok. C'est C'est ça. Ben Bombok. De la même façon qu'on dit qu'un homme va dire à sa femme, tu es une mauvaise femme, tu es une mauvaise ménagère, c'est de la même façon qu'on peut dire à son mari, tu es radin. Ce n'est pas une insulte, c'est juste un Quand qualificatif. on est enceinte, quand on est enceinte, On n'a pas le droit. pliez-vous aux, comment vous appelez, aux envies créées par la grossesse. Et si vous y ajoutez votre mauvais cœur, vous accouchez un enfant inadapté social. Ah non, bon. C'est-à-dire que ne partez pas en disant que comme l'enfant, la femme enceinte, je non. vais faire ci à mon De non mari à aujourd'hui, il va me voir. Charles Amène Bachou. Monsieur Charles Amène Michel Bachou. Gachou, je vais vous raconter une petite histoire, l'histoire d'un cousin. Ouais, D'un toujours. cousin, monsieur Gachou. Alors, sa femme se plaignait comme ça, là, tout le temps. Oh, mon mari ne me sort pas. Oh, mon mari, oh, oh. Un jour, il dit, bon, je vais faire plaisir à ma femme, on sort. Il fait sortir sa femme. Il dit à sa femme, on fait, sa femme dit, moi, j'ai d'abord faim. Vraiment, je vais manger les soya. Ils vont s'asseoir, ils commandent les soya de 5 000. La femme mange, elle m'a dit, non, vraiment, comme c'est une sortie, il faut que tu invites l'une de mes copines. Vraiment, j'ai une de mes copines. L'homme dit, il n'y a pas de problème, mon cousin. Après. Vraiment, fais venir ta cousine, ton amie. Elle fait venir sa copine. Ils vont au cabaret. Au cabaret, tu veux prendre quoi? Elle dit, non, le liqueur des femmes, là. On passe la commande. La femme, 10 minutes après, se lève, elle fait semblant d'aller faire pipi, elle passe par le comptoir. Elle demande que ça coûte combien. On lui donne le prix. Elle va, elle note. Et le soya et le prix. Elle reste à dire non, elle veut danser. Son mari, ok, bon, on veut danser. Allons, on va en boîte. Ils vont en boîte, ils prennent les mêmes liqueurs, ils dansent. Ils s'amusent normalement. En rentrant, le mari rentre, il se couche, il dit, j'espère que cette soirée t'a fait plaisir. La femme dit, ok. 5 heures, 6 heures, la femme n'a pas dormi, elle réveille. Mon cousin lui dit vraiment, est-ce qu'on peut causer? L'homme, mon cousin dit, mais je suis fatigué, est-ce qu'on peut causer? Pendant qu'ils échangent, il dit, mais si on est sortis, toi et moi, en une soirée, tu as dépensé pour moi 80 000. Quand tu sors souvent avec les Njomba, tu dépenses combien? Tu es méchant. Tu es méchant. Je vous assure, le sommeil de mon cousin est fini. Il s'est levé là, ramasser les choses de sa femme. Porté, j'étais dehors. Comme je vous dis. Pourquoi? Porté jusqu'à ce jour. Pour vous dire que la femme. Il vous attendait voyez là. l'occasion. Non, ce n'était Ah pas oui. l'occasion. C'était- Pour vous dire qu'à Non, des tu- moments, tu- c'est même bon de ne pas faire plaisir à la femme. Oh. J'ai dit, c'est bon de ne pas faire plaisir. Bon, à des Parce moments. que, non, je Donc vous vous avez dis, dit à des moments, c'est laissez avec quel toujours moment? la À des femme se moments. plaindre. Non, je dis,
Laissez toujours la femme Faites se plaindre. plaisir à vos femmes. En tout Faites cas, Laissez plaisir à toujours vos la femme femmes. se plaindre. En tout cas, On ne Et- met et pas en monsieur colère Gachou, une femme enceinte. Monsieur Faites Gachou, plaisir à vos femmes. faites encore une autre expérience. Rentrez un soir, donnez 10 000 à la femme que bon, vraiment c'est aujourd'hui vendredi, va t'amuser avec tes copines. Elle va prendre et dire qu'elles ont travaillé quoi là. Voilà. Vous Mais- êtes mais- Soyez très souvent- méticuleux. mais très souvent, même quand vous donnez 10 ou 15 000, que ben écoutez, ça c'est pour vous, Ouais. on veut savoir si vous n'avez pas plus que ça. Il On y veut a savoir, on veut il y a savoir pire. si vous n'avez plus que ça. Je vous donne des Vous espérances. crachez Il y a pire. votre venin. Si vous Oui, donnez, Vous allez-y. avez donné le cadeau. Écoutons mon Bengal, écoutons mon Bengal. vous venez avec 100 000 francs, vous donnez à votre femme. Après, vous lui dites, attends, j'ai oublié, pardon, donne-moi 10 000 là, j'ai oublié de c'est l'argent. terminé. Elle dit que l'argent est fini. Alors qu'elle n'est même pas sortie. Elle vous dit que c'est fini. Vous n'avez pas essayé. Dans Que le ça cercle ne de suffit même pas. Ça ne suffit même pas pour des choses que... La femme qui ne se plaint pas n'est pas heureuse. Et la femme qui se plaint. Non, la femme qui se plaint est heureuse. N'est-ce pas? Oui, Elle en laissez demande, la elle en femme- demande, elle en demande plus. Juste un peu trop. Ah, d'accord. Donc, oui, laissez la femme se En plaindre. tout cas, Dominique Audrey n'en demande pas assez. Donc, Bon, non. pas pour le Est-ce- moment. Pas Je pour n'y le suis moment. pas. Je n'y suis pas encore. Allez, madame, monsieur, dans un instant, autant vraiment vous nous laissez de très bons commentaires, on va les lire. On va aussi prendre la peine d'aller sur la toile, relire ou regarder ce qui a fait la une. Karine Santia, c'est à nouveau avec vous. Alors, dans la revue des réseaux sociaux, le premier sujet aujourd'hui concerne notamment le massacre de Garbou. Au final, le gouvernement camerounais reconnaît les responsabilités des éléments des forces de défense dans ce massacre perpétré le 14 février dans la région du Nord-Ouest, département du Ndonga-Montung. Alors, d'après l'enquête de la commission nationale mixte, on nous dit que le chef de bataillon de commandant de 52e bataillon d'infanterie motorisée, connaissant bien la sensibilité de la zone de Garbou où il existe de vives tensions intercommunautaires, n'a pas personnellement supervisé les opérations menées par ces hommes. Et aussi parmi les personnes qui ont perpétré ce massacre-là, il y avait des civils qui étaient armés pour l'occasion. Du coup, on comprend bien qu'au final, l'armée camerounaise est responsable. Alors sur Internet, ce qui se dit, où sont passés tous ceux qui ont vilipendé les organismes internationaux, les partis politiques de l'opposition, les médias, les journalistes qui ont donné l'information, qui ont rendu compte des informations. Où est-ce qu'ils sont passés depuis hier? On ne les trouve nulle part. Où sont-ils, le moment Bengal? Ils sont à la maison. Dans leur- Ils attendent. Non, ils affûtent les armes pour venir dans les débats de... Oui, De là, dimanche. maintenant, il va falloir qu'il y ait De une riposte d'un parti politique. Oui, ça- Maintenant, il ça- faut qu'on ça ressorte. s'organise, ouais, Au ouais. moment où vous attendez de réagir, vous ne le faites pas. Mais comment aujourd'hui, à votre avis, comprendre que dans la situation de Garbou, que ce ne soit que maintenant que le chef de l'État sorte, alors que le résultats sont rapport a été remis Depuis le 25 mars. Depuis le 25 mars dernier. Non, ici, il s'agit de la grande muette. Nous parlons quand même des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas un problème, j'allais dire, de trafic de liqueurs du quartier. Ce n'est pas un problème de trafic de liqueurs. Encore que vous vous rappelez du communiqué du ministère de la Défense à l'époque qui avait effectivement dit que l'armée a commis des exactions. Mais ça a commis un certain nombre d'impairs. C'était acté. dégâts Mais collatéraux. à quel niveau? On a parlé des dégâts collatéraux. Par exemple, l'armée avait tiré et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il s'est trouvé qu'il y avait des liquides inflammables qui ont. On a dit non, mais de toutes les manières, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense avait tenu un demi-mot qu'il y avait eu des bavures. Maintenant, il fallait donc venir décrire le déroulé de l'action. Mais maintenant, il s'agit pour le gouvernement qui est responsable, c'est le gouvernement et le président de la République qui sont responsables de ces bavures-là. Maintenant, les responsables ont donc trouvé les coupables. On a cité le chef d'escadron et ses éléments, plus les civils qu'on a intégrés dans l'affaire. Parce qu'en fait, moi j'ai peur d'une chose, que cette sortie
du ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, bien que donnant certaines clarifications, risque de mettre le Cameroun en porte-à-faux avec les organisations internationales. Pourquoi? Parce que dans les principes de défense et de sécurité, lorsqu'il a dit dedans, ils étaient en mission de reconnaissance. La mission de reconnaissance, c'est une mission de renseignement. C'est là où les occidentalisés ont trafiqué en disant le deuxième bureau. Quand vous entendez souvent deuxième bureau, c'est le renseignement, ce n'est pas ce que vous pensez souvent là. C'est une mission de renseignement qui nécessite qu'on y mette dans le quatrième principe de la défense, l'universalité de la défense. C'est-à-dire, l'armée pense que Mbombok, par exemple, héberge le mandat. On fait une mission de reconnaissance, on dit, on peut même laisser certains civils qui vont continuer à espionner Mbombok pendant une période. Et quand cette mission finit, on rend compte. Il n'est pas question pour une mission de reconnaissance, donc pour une mission de renseignement, d'engager un front. C'est interdit. C'est là où j'ai peur. J'ai peur qu'au niveau de nos partenaires, on puisse leur dire que, mais attendez, peut-être ils vont trouver une subterfuge en disant, oui, mais les coupables, nous avons même dit que le chef de l'unité n'aurait dû encadrer. Donc, voilà le plus. Et les gars, ils ont eux-mêmes, ayant constaté qu'ils ne devaient pas tirer, ils ont donc incendié. Donc, en fait, ils ont incriminé doublement. Vous n'avez pas l'autorisation d'engager les batailles et vous incendiez encore. Ça, c'est inhumain. Maintenant, on pourra juger, était-il 14, était-il... Non, maintenant, on a vite fait, je suis sûr qu'on l'a mis en minorité, puisqu'un rapport doit être consensuel. L'évêque qui parlait de plus, puisqu'il les connaît, ce sont ses ouailles. Maintenant qu'on dit donc qu'on doit déterrer, comme on va exhumer ces corps-là, là où on a dit c'était 2, on risque de trouver 4 ou 5. Là, on verra davantage. En tout cas, il va falloir que l'on soit assez vigilant et que l'on regarde suffisamment ces endroits où on a enterré ces personnes et que les populations ouvrent davantage les yeux parce que on sait bien comment ça se passe dans ce pays. Mais on va quand même rappeler, Charles Amel Bachou, que sur ce sujet, le président directeur général du groupe Equinox, alors même que le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika avait touché certains médias, leur demandant justement de faire attention quant au rapport, notamment le premier rapport, l'un des rapports qui était un rapport choc, celui de Human Rights Watch, était lui aussi remonté au créneau, comme recadrer le ministre en lui disant ben non, nous sommes l'unique média à avoir mis en place sur le terrain des événements une équipe des journalistes qui sont allés faire le recoupement des informations et les rendre fidèlement. Comment est-ce qu'on peut croire que Equinox soit une télévision qui a des ramifications avec le terrorisme? Alors, sur cette question, on a envie de comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, que ce rapport soit rendu public, M. Atanganji ne devrait pas venir demander des excuses à ces chaînes de télévision-là et même ces médias? Le chef de l'État parle. Comme le chef de l'État l'a parlé, vous allez entendre sa voix après un mois, il ne peut rien dire là maintenant. Ils vont tous disparaître. Vous savez, c'est comme ça qu'on se retrouve toujours à les humilier, à humilier ces membres du gouvernement et qu'à la fin, même, ils ne comprennent pas le véritable sens de la gestion du pouvoir. Comment est-ce que le patron qui est le chef de l'État gère? Rappelez-vous, on a eu l'affaire, permettez-moi de remonter un temps soit peu, on a eu l'affaire de Vanessa Tchatchou. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? L'enfant était enterré en Coteng, l'enfant était ici, l'enfant était ça. Finalement, ça a été que l'enfant est détenu par une magistrate. Regardez comment les choses de ce pays fonctionnent. C'est-à-dire, on ne vous dit rien. On crée l'affaire dans une affaire de la sous-affaire pour vous embrouiller. On a eu l'affaire de Kelou Manatsa, cette maman et sa soeur, dont on a battu au pied du mont Mafa. On a dit que c'était au Mali. Regardez la tenue, le soldat, c'est des soldats camerounais. N'allez pas copier les images ailleurs pour venir. Peu de temps après cela, s'est avéré que c'était au Cameroun. On a traduit les différents militaires devant les tribunaux. Ces militaires sont arrivés, ils ont accusé un certain capitaine Fobasso qui jamais n'a déféré. Lui, il a nié
il y a quand même un ordre de mission, il y a quand même des instructions qui ont été données. Jusqu'aujourd'hui, on attend, vont-ils finir? Il y a eu le cas de ces soldats qui n'ont pas eu leur prime, et qui sont descendus. Ils avaient bloqué, je pense, c'était la nationale numéro 1, ils ont bloqué, on les a fait venir à Yaoundé, on les a incarcérés, ils se sont plaints. Voici encore une autre situation, celle de Ngabo. Le drame à l'intérieur, c'est que on a associé, sachant qu'il y avait des conflits, parce que c'est là, regardez l'esprit pernicieux, il y avait des conflits communautaires. On va chercher la population, c'est-à-dire les civils, qui ont des récriminations vis-à-vis des autres, on les arme en leur disant descendez. Il y a eu préméditation, ils savaient ce qu'ils allaient faire en disant. On a décrié des femmes enceintes, ont été tuées, on a dénombré, vous avez vu à Kumbo, à Bamenda, ce vendredi-là, on a fait une messe spéciale le dimanche, tous étaient en noir pour pleurer les morts de Gbagbo. L'évêque de Kumbo est monté, on a fait sortir, le premier à sortir c'était le préfet. Le préfet qui est sorti en disant arrêtez. Hier encore, je voyais ces images au niveau du journal télévisé d'Equinox où il disait taisez-vous, vous avez discuté avec les gens, vous avez écouté ce qu'ils ont dit, c'est les ambaboy, arrêtez, recoupez bien vos informations avant d'aller le donner. Aujourd'hui, le chef de l'État, à travers ce rapport, dit c'est l'armée qui est coupable, c'est l'armée qui a eu à poser. C'est vrai que le ministre de la Communication l'avait déjà dit qu'il y a eu quelques bavures, mais là c'est flagrant. On demande le ministre. Il a dit qu'il y avait bavure, il a reconnu qu'il y a eu des dégâts collatéraux, mais a parlé justement d'un grossier montage de la part justement de Human Rights Watch. En tout cas, c'était justement une petite virgule, Charles Membachou. Finalement, pour vous, la situation elle est assez grave. La situation est grave parce qu'il faut remonter. Il n'y a pas eu seulement ça, il y a eu plein d'autres cas bien avant où la communauté internationale a exigé. J'aimerais bien qu'on remonte. Le chef de l'État a demandé deux choses qui m'intriguent. La première, c'est qu'on exhume les corps. Il a parlé de 15 plus 3 morts, ce qui fait 18, contrairement à ce que le ministre de l'administration territoriale, lui, il avait vu ces 5 morts, je ne sais pas comment il avait compté, ces 5 morts. Le ministre de la Communication a compté ces 5 morts et une douzaine d'autres, comme si les ambaboys qui avaient été tués, entre guillemets, n'étaient pas des Camerounais, c'était plutôt des gens qui venaient d'ailleurs. On a 5 morts, le chef de l'État est à 18 morts. Le chef de l'État demande à ce qu'il y ait réparation. Pour qu'il y ait réparation, il y a identification. Si on a commencé par dire, à faire une identification de 18 et que l'exhumation, comme l'a dit Bonbon, donne plus de ce qui a été pensé, à hauteur de combien il y aura réparation, les indemnisations et tout ça. Aucun chiffre n'a été donné. C'est compliqué. Allez, Dominique Audrey Oyengelek, c'est quand même un fait qui suscite pas mal d'attention, mais surtout de réaction. Vous aussi, il est important de réagir. Paul Biya donne raison, cette fois-ci, à Human Rights Watch. Nous, on le savait déjà. On l'a dit ici. Et au moment où on a insulté la dame, c'est son nom un peu compliqué. Laria Allegrosi. Mais attendez, elle a servi de marchepied à beaucoup de médias, à beaucoup de personnes. Non, on un a certain insulté. Média, Dominique. Pardon? Un certain média. Un seul? Un certain média. Un certain média, ok. Oui. C'est pour ça qu'il dit, est-ce qu'ils étaient seuls? Ils ont servi de marchepied et nous ici également. Donc, ce communiqué, ce rapport, ce n'est pas une surprise en tant que tel pour moi. C'est juste que le temps n'était pas encore arrivé. Maintenant, vous parlez d'excuses. Vous pensez vraiment que ces excuses, même si on voulait soumettre, seront sincères? Est-ce qu'on a même vraiment besoin d'excuses? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est ça notre travail en réalité. Dire la vérité. Et je crois que le PDG l'avait dit, on n'a même pas tout dit. Nous n'avons pas tout dit. C'est le seul média qui a pris la peine de dépêcher des gens là-bas au risque de leur vie. Parce qu'on sait quels sont les risques que les gens encourent là-bas. Mais nous y sommes quand même allés. Donc, comme quoi, moi, c'est juste pour dire aux personnes qui nous suivent tous les jours que jamais nous ne dirons quelque chose qui ne peut pas vous servir, qui sera contre vous. Parce que nous tous, on a nos intérêts ici. Nous avons nos familles ici. Donc, si ça se passe mal, ça se passera mal pour nous tous. Donc, on n'a rien à gagner à mentir. Très bien. Donc, maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est les responsables de ces actes-là. Vous demandez je veux les voir, qu'on les présente. Parce qu'après, il ne faudrait pas qu'on se dise que non, on nous a juste dit ça pour nous calmer. Non, montrez-les-nous. Qu'on les voit, que les familles puissent faire le deuil en disant voilà l'homme. Peut-être c'est un voisin, un de nos voisins, on ne sait pas.
on veut voir, la famille veut voir et se dire, Ça ne ok, se fera pas. voilà, Ça ne se fera voilà pas. la personne Non, qui a c'est tué. pas bon. C'est les corps d'élite, on ne les expose pas. Ouais, Même c'est pas- au-delà quand même, je sais que ce matin, il y a sur les antennes de Radio Equinox, Maximilienne Ngombe nous faisait savoir qu'il faudrait, pour une autre réparation, quand même penser à une commission vérité, justice et... Il faut pour- cesser cette guerre. Oui, il faut D'abord. cesser la guerre déjà. Il faut D'abord. cesser la D'accord, guerre. mais surtout C'est- une commission c'est vérité, guerre justice pour mieux inutile. comprendre ça. Karine Santia, pour finir avec vous. Oui, juste pour conclure, par rapport à ce sujet, j'aimerais aussi que ces éminents professeurs, politologues, scientologues, connectologues, qui sont parfois des militaires et qui ne vont pas sur le terrain de la guerre, arrêtent parfois aussi de vilipender et de parler des choses qu'eux-mêmes ils n'ont pas vues. Depuis le début de la crise anglophone, Equinox est le seul média qui, chaque 3 mois au max, fait une descente sur le terrain pour faire l'évaluation de la crise. Ce n'est pas parce qu'on ne vous dit pas que 100 personnes sont décédées qu'il n'y a pas des morts de ce côté-là. Ce n'est pas parce qu'on ne vous dit pas qu'il y a eu tel incendie et que c'est tel qui l'a fait qu'il n'y a pas. Les populations du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016 vivent le martyre. Et aujourd'hui, que des gens se lèvent pour rendre politique la guerre et pour nous faire croire qu'en fait nous parlons comme ça parce que nous sommes les ennemis de la nation, il faudra qu'ils parfois aussi qu'ils aillent se placer là-bas dans cette localité-là. Ils se mettent debout et ils verront qui est l'ennemi de la nation de ce côté-là. Parce que quand on parle des choses qu'on n'a pas vécues, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Voilà maintenant où il faut montrer son expertise. Et j'aimerais bien que désormais, dans notre pays, qu'au lieu de dire qu'une information est fausse, qu'on nous dise qu'il y a une enquête qui a été ouverte et qu'à la suite de cette enquête, on saura qui est vraiment le responsable et qu'on arrête de traiter les chaînes, les médias sérieux de chaînes aux 1000 collines, ennemis de la nation. Vraiment, ça en est un peu trop. Arrêtez de penser que ceux qui disent la vérité sont ceux qu'on doit détester. Ben, écoutez, ça ne C'est changera en rien. C'est ça ce pays. Il n'y aura aucun impact qui puisse nous amener à ne pas dire la vérité, parce que nous avons juré pour la vérité. On ne va pas à l'encontre justement de nos engagements. Donc voilà ce qu'il faut dire. Un Bobo Benga. Je veux dire à ma fille Santia, non, ça existe. Il y a quelqu'un même qui a parlé comme vous, Pascal Boniface. Il a écrit un livre, Les intellectuels faussaires. Le sous-titre qui accompagne ça, c'est Le triomphe médiatique des experts en mensonges. Donc oui, Pascal Boniface. Ça dit tout. Voilà. Le Cameroun Donc, est peuplé. il faut savoir, dans l'appréciation des faits de l'histoire, chacun prend son camp. Et il s'est défini par rapport à ce qu'il a fait. Pascal Boniface, les intellectuels faussaires. Allez justement lire Pascal Boniface, les intellectuels faussaires. Merci. Allez, autre sujet ce matin, Karine Santia, vous dites que l'ambassade du Cameroun aux États-Unis appelle les Camerounais des États-Unis à contribuer pour le fonds de solidarité initié par le chef de l'État. Vous n'êtes plus les ennemis de la nation. Désormais, vous êtes des personnes capables de contribuer à l'émancipation du Cameroun. Et l'ambassade des États-Unis, du Cameroun aux États-Unis, appelle à tous les compatriotes camerounais vivant sur la terre de Donald Trump de contribuer au fonds de solidarité initié par le chef de l'État du Cameroun. Tous les sites et les numéros de compte auxquels vous pouvez faire vos dépôts sont déjà disponibles. Voilà ce que vous avez à faire. Dominique Autré, lorsqu'on regarde quand même l'action initiée par l'ambassadeur des États-Unis, enfin du Cameroun aux États-Unis, est-ce que vous avez le sentiment que nos frères et sœurs de la diaspora peuvent réagir spontanément à cet appel-là? Je crois qu'eux aussi, ils ont été insultés, n'est-ce pas? On les a aussi catalogués. Qu'on leur présente d'abord les excuses. Mais vous savez, dans ces frères-là, il y a des patriotes, il y a des antipatriotes aussi. Non, mais peut-être les patriotes vont réagir rapidement. Bembo vient de le dire, que face au déroulement de l'histoire, chacun prend sa position. Donc ceux qui sont iront là-bas et ceux qui ne sont pas n'iront pas. En tout cas, Bobo Benga, c'est aussi un sujet assez intéressant. Faire appel aux Camerounais de l'extérieur, de l'étranger. C'est ça aussi, ça fait partie de la patrie, aimer son pays et l'aider à sortir d'une crise. Je vous prends un cas précis. En France, à Montreuil, il y a, je pense, 3-4 ans, on a assassiné des enfants.
le premier ministre israélien est venu les prendre pour aller les enterrer en Israël. Voilà, ça vous signifie quoi? Et je pense que Israël est la preuve de ce qu'on devrait faire. D'abord, la naissance de cet État en 1948. Ça veut dire quoi? C'est un État qui est né par sa diaspora. Ce n'est pas normal que le Cameroun continue à vivre avec une loi scélérate de 1968 qui interdit la double nationalité dans un monde interchangeable. Donc, on doit faire appel à toutes les intelligences dans un pays. J'ai dit toutes les intelligences de ce pays. Et c'est d'ailleurs, j'allais dire, une chance pour ces pays qui pensent qu'ils peuvent trouver, qu'ils ont des gens qui sont partout, à tous les niveaux, à toutes les sphères de la société et des recherches du monde. C'est pas donné. C'est pas donné. Je suis convaincu, moi, à cette où on parle là, que si on veut des Camerounais qui sont spécialistes du nucléaire, je suis sûr qu'on peut en trouver même 20 dans le monde. Mais on est là, on pense que c'est le décret qui donne la connaissance. Non, le décret ne donne pas la connaissance. Vous pouvez me nommer là, je ne sais pas moi, directeur de Sonatel, je vais faire quoi là-bas? Donc, entre nous, je vais faire quoi? Je vais tourner peut-être et tout. Donc, c'est ça en réalité. Il faut toutes les intelligences et c'est ça qui nous manque dans ce pays. C'est pour ça que nous sommes toujours derrière. Et notre rang se compte parmi les échoués. Donc, en réalité, c'est le fait même de poser cette question-là énerve, M. Ngachou. On dit chacun, on dit au digne fils, la patrie reconnaissante. Ouais. La patrie reconnaissante. Nous avons les gens dans ce pays, nos enfants, qui passent le baccalauréat série C à 13 ans. On ne les encadre pas et on ne les voit plus. Ce n'est pas possible. Charles Mbachou, lorsque on pense quand même que l'on a... on demande, les Camerounais de l'étranger demandent depuis un petit moment qu'on reconnaisse au moins sa double nationalité chez nous et que ce ne soit pas faisable. Aujourd'hui, on leur tend la main en leur disant le pays a besoin de vous. Comment vous analysez ça? Tout ce que vous êtes en train de faire va aboutir à une chose, l'organisation d'une assemblée constituante afin de déterminer les vraies et les véritables orientations qu'on voudra pour le Cameroun. Tout à fait. Parce que le Cameroun est né d'un décret, notamment le décret d'avril 1957. Donc je suis désolé de vous dire que tout ce qu'on est en train de faire, c'est une danse mafia. Un pas devant, deux pas derrière. L'ambassadeur, M. Toundi Somba, est en train de faire de la provocation. On appelle ça de la provocation. Ça, c'est de la provocation. Il connaît qu'il existe une tension entre les Camerounais résidant aux États-Unis et l'ambassade. Pendant longtemps, vous avez eu les Camerounais ressortissants du Cameroun de ce côté des États-Unis qui se sont plaints de ceci, qui sont maltraités, mal accueillis, mal gérés, refaire les passeports, vous voulez demander. On a eu même le cas de Richard Bona qui lui-même, plusieurs fois, a tensé l'ambassade des États-Unis, du Cameroun aux États-Unis. Mais alors, posez-vous les bonnes questions. Aujourd'hui, est-ce que il a fait de son propre chef ou c'est son patron qui lui a dit, écris aussi. Tous les ambassadeurs, écrivez. On va voir aussi les réactions. Et si on allait combattre Kamto sur son terrain, permettez-moi, je le dis trivialement pour qu'on comprenne. Allons le combattre là-bas, vous allez voir, on a nos gens. Mais pendant ce temps, vous vous rappelez que chaque fois que le chef de l'État descendait, il y avait ce qu'ils appelaient la brigade anti-Sardina et la brigade des patriotes. Je pense des patriotes, quelque chose comme ça. Qui Patriotes. s'affrontaient toutes les fois. Non, la brigade anti-Sardina contre les patriotes. Voilà. Chaque fois, vous entendez que X a fui avec l'argent. On a donné l'argent à X sur les patriotes, il entre aussi son mot. On a donné l'argent, viens remettre l'argent, c'est sur Facebook qu'on voyait les clashs. Lorsque vous avez habitué ce que vous appelez les patriotes à les dépanner les $20, $50 pour qu'ils viennent, vous pensez qu'ils vont prendre cet argent où? C'est parmi les désœuvrés, c'est parmi vous avez choisi de vous mettre en face de ceux-là qui ont les possibilités, les compétences de pouvoir le faire. Je crois qu'il faut qu'on s'asseye tous. Je vous assure, même si demain, on lève en disant que la double nationalité est autorisée, il y a beaucoup qui vous diront, on nous piège en Simalène, on nous piège à Douala. Si je descends ici à Douala, on va me prendre, comme on a pris tel. Donc, tant qu'il n'y aura pas ça ici au Cameroun, je vous assure, les tensions resteront. Ça peut conforter certains. Mais on va en profiter vraiment pour
invité le ministre des Relations extérieures, le chef de l'État, à prendre à bras le corps la situation ou les situations des Camerounais qui sont aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. En France, également. En Allemagne, et ils sont nombreux qui veulent rentrer. Les enfants du Cameroun qui sont à l'extérieur, qui ont fait le pied de grue d'ailleurs aux Émirats Arabes Unis, au consul justement de Dubaï, ils ont fait le pied de grue et ils ont été chassés comme des malpropres de leur consul. Et aujourd'hui, on demande à ces enfants de payer à nouveau leur billet d'avion pour retourner au Cameroun, alors que les frontières restent encore fermées. Et on sait que le Premier ministre... Et on les a expulsés des hôtels, il faut préciser. Ils ne travaillent pas. Ils dorment sous les ponts. Expulsés des hôtels, dorment sous des ponts. Beaucoup ne parviennent même plus à manger là-bas. Ils ne demandent qu'à revenir au Cameroun. Le cas de la France est très grave. France, Allemagne, c'est très grave. Le cas de la France est très grave. Il faut trouver un moyen pour faire revenir ces enfants chez eux. L'Allemagne pleure tous les jours. Il faut qu'on précise que ce n'est pas des Camerounais qui résidaient là-bas. C'est des résidents du Cameroun qui se sont déplacés pour faire des achats ou aller en congé. Et dont l'interdiction de la fermeture des frontières les a trouvés à l'extérieur ou dans des zones où ils n'avaient pas accès à l'information. Monsieur le ministre des Relations extérieures, ouvrez-le et essayez de regarder ce qui se passe à Dubaï aujourd'hui. On a des images qui nous parviennent qui sont inacceptables. On a l'impression que c'est des Camerounais qui sont chiffonnés, qui ne ressemblent plus à des Camerounais. Et s'il faut sauver l'image des Camerounais, j'ai dit, regardez la France, regardez l'Allemagne, regardez Dubaï. Pour ne citer que ces pays, c'est assez grave. Soit nos frères reviennent au Cameroun, vivent avec nous ici, et ils sont d'accord, Charles Amembachou, de revenir au Cameroun et de se mettre en quarantaine. C'est assez compliqué. Il y a un fait qu'il faut aussi dire, c'est que pendant que nous on est en train d'empêcher nous de rentrer, chaque jour c'est les Français, c'est des avions de France qui sont en train de décoller, qui viennent prendre leurs ressortissants un peu dans l'Afrique, qui rassemblent pour décoller. Je crois qu'il faudrait qu'on pense le faire aussi ici au Cameroun. Vous avez un avion? On a ceux du Gabon, ceux du Togo. Vous avez un avion pour aller les chercher? Qui réclament, qui veulent rentrer. Un avion? Vous avez un avion? Ça ne manque pas. En tout cas, on va dans un instant, voir dans quelle mesure on va retrouver rapidement du côté du plateau B où nous attend enfin Consti Lamine avec le concept Salaka. Consti Lamine, bonjour à vous et bienvenue. Consti Lamine, petit souci avec le relais et le plateau B. On espère qu'on l'aura dans un moment. Il revient et nous parlera certainement de 1000 et un tapis. Est-ce que c'est bien dit, Consti Lamine? Bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka qui sont encore très heureux ce matin d'accueillir les magasins 1001 tapis. Alors ce matin, je présente en exclusivité mondiale à tous nos téléspectateurs le nouveau produit du concept Salaka. Je vous l'ai annoncé il y a de cela quelques semaines. Alors, c'est bel et bien déjà disponible du côté du magasin 1001 tapis. C'est bel et bien les détendeurs intelligents que voici. Ah ben oui! Les détendeurs intelligents sont enfin disponibles au magasin 1001 tapis. Ça sort dans un carton, ça nous vient tout droit de la Danemark, c'est-à-dire du Danemark. C'est des détendeurs intelligents de qualité supérieure avec un guide d'utilisation. Ces détendeurs ont plusieurs avantages, notamment ça permet de contrôler votre gaz à la maison. Question de vous inviter, c'est-à-dire question d'éviter bien sûr des surprises de dernière minute. Le détendeur intelligent vendu au magasin 1001 tapis permet également de vous prévenir contre les incendies liés aux fuites de gaz. Le détendeur intelligent que voici, chers téléspectateurs, est une véritable solution pour essayer bien sûr d'éviter les fuites de gaz. Oui, ça ne sert à rien d'acheter une bouteille de gaz et quelques jours après, la bouteille de gaz est terminée parce qu'il y a eu fuite au niveau de votre gaz. Alors aujourd'hui, grâce à ce détendeur intelligent d'origine danoise, vous aurez l'occasion de sourire à la maison. Et surtout qu'en ce moment, les enfants sont nombreux à la maison, on prépare au quotidien. Alors une solution pour éviter les fuites de gaz, une solution pour éviter c'est-à-dire les surprises de dernière minute parce qu'on ne parvient pas à contrôler son gaz. Je vous présente le détendeur intelligent que vous retrouverez au magasin 1001 tapis. Je rappelle que le stock, il est très limité. C'est un détendeur qui a 10 ans d'utilisation et nous donnons 5 ans de garantie
pour ce détendeur intelligent. Le prix, vous l'aurez tout à l'heure. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Appelez et profitez de ce nouveau produit du côté du magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par des tissus d'ameublement. Vous les avez toujours à partir de 1000 francs le mètre linéaire. Un tissu d'ameublement de qualité supérieure, vous l'avez à partir de 1000 francs le mètre linéaire du côté du magasin 1001 tapis. La promotion des robots continue toujours. En ce moment, chacun ne devrait pas, c'est-à-dire chacun devrait rester à la maison. N'allez plus écraser les condiments chez les voisins. N'allez plus écraser les condiments dans les machines du quartier. Restez à la maison, quelle que soit l'heure. Écrasez vos condiments, vos arachides, vos tomates grâce à des robots mixeurs de balles vendus à 12 000 francs. Du côté du magasin 1001 tapis, c'est en face du palais d'Ika. Les fers à vapeur, pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point virgule, parce que le magasin 1001 tapis vend les fers à vapeur à 7500 francs, les fers à vapeur de qualité supérieure. On parle également toujours des rallonges à 6000. Oui, des rallonges de qualité supérieure, vous les avez à 6000 francs. Je rappelle, c'est la double réduction. Regardez le prix initial, 9000. On a barré le prix de la double réduction, c'est 6000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Alors, à l'écran, le détendeur intelligent IGT qui coûte normalement 15 000, vous l'avez à 12 000 francs. Je rappelle que le stock, il est très limité. Comme je l'ai si bien dit, contrôlez votre consommation de gaz. Évitez les fuites de gaz. Soyez prévenus contre les incendies liés aux fuites de gaz avec ce détendeur intelligent qui sort dans son carton avec le guide d'utilisation. 5 ans de garantie qu'on donne à tous les clients à 12 000 francs seulement. Laptop Core de Dio à 75 000. Ce n'est pas tout. Vous achetez un laptop Core de Dio pour le compte de cette semaine, vous recevez un fer à vapeur gratuitement. Les robots mixeurs de bol, les grands robots mixeurs à 17 000 francs du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Les woofers pour écouter la musique, pour se détendre, pour écouter la radio Equinox, vous les avez à 28 000 du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Encore et toujours. Encore des imprimantes de caisse, vous les avez à 65 000. Une imprimante de caisse pour la facturation dans les supermarchés, dans les magasins, dans les prêt-à-porter. Achetez-les à présent. N'attendez pas la fin du stock. Imprimante de caisse à 65 000 du côté du magasin 1001 tapis. Régulateur de tension numérique à 16 000 francs à partir de 16 000. La sécurité des appareils. La garantie des appareils, c'est avec des régulateurs de tension numérique à partir de 16 000. Nous restons toujours au magasin 1001 tapis. Un laptop Core i5. Faites les cours en ligne. Faites les cours à la maison. C'est l'occasion plus que jamais, chers parents, d'acheter les laptops à vos enfants. Le numérique, les cours en ligne passent également par des laptops Core i5 avec webcam. Vous les avez à 135 000 francs avec un fer à vapeur qu'on vous donne gratuitement. Une clé USB à 8 500 francs. Le stock est en train de s'épuiser. 32 gigas. Alors et encore, le détendeur intelligent. Oh là 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 là. 12 000. N'achetez plus le vrac. N'achetez plus les détendeurs qui vont se casser. Les détendeurs à 12 000 francs au magasin 1001 tapis. Les bouilloires pour bouillir de l'eau, vous les avez à 6 500 francs. Buvons de l'eau chaude avec des bouilloires à 6 500. Ordinateur complet Core de Dio à 45 000. Les enfants sont à la maison. Les élèves sont à la maison. C'est l'occasion de les occuper avec des ordinateurs à 45 000. Des lustres à partir de 40 000 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. On parle également de plus en plus, toujours dans notre magasin, des grands fers à vapeur à 12 000. Oui, ceux qui n'ont, bien sûr, qui ont besoin d'un grand fer à vapeur. Ceux qui font dans le lavage des vêtements, des fers à vapeur à 12 000 francs au magasin 1001 tapis. Les numéros de téléphone, vous les avez. Passez vos commandes, les livraisons à domicile, les livraisons hors de Douala, quelle que soit la ville, quel que soit le pays. Le concept Salaka vous livre et je ne saurais partir sans présenter encore cet détendeur intelligent que voici. Voilà le carton, oh là 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 là,
un détendeur intelligent avec le guide d'utilisation à l'intérieur. Vous l'avez à 12 000 francs. Voilà son guide d'utilisation. Voilà son carton. Voilà le détendeur. Regardez comment il est beau. Regardez là. Regardez ce détendeur intelligent. On le fixe comme ça à 12 000 francs. Appelez dès à présent et soyez les privilégiés. Plus besoin de dire que mon gaz est mal lâché. La solution, c'est le détendeur intelligent. Merci Consti Lamine et le concept Salaka, fameux concept. Content justement d'être avec vous ce matin. Allez, madame, monsieur, on va, bon Bengan, vous relancer quand même sur la question de nos frères et sœurs qui sont bloqués hors du Cameroun, Dubaï, France, Allemagne, interpellation rapide. Non, le problème est simple. On les a abandonnés, comme vous avez dit. Lorsque la pandémie a commencé, vous avez entendu tous les pays du monde ont demandé à leurs ressortissants de revenir. La seule chose était de respecter le confinement de 14 jours au moins dans un lieu où même votre famille ne devait pas vous rendre visite. Nous avons abandonné les nôtres. Nous avons abandonné les nôtres. J'entends les problèmes du genre on n'a pas d'avion, mais l'État loue des avions. On a bien dit à un moment que ceux de nos compatriotes qu'on ne pourra pas faire revenir nos compatriotes devraient se rapprocher des services consulaires des pays où ils sont allés soit faire des affaires, soit un tourisme, quoi que ce soit, de s'approcher des services consulaires pour les modalités de leur retour au pays. Beaucoup de pays l'ont fait ici et s'approchaient et les pays en question ont organisé des vols pour venir les prendre ici. Mais au Cameroun, on n'a pas encore de retour jusqu'ici. On a peut-être eu le cas de nos Camerounais qui sont rentrés du Kenya. Et je pense qu'on a eu ce cas-là, je pense bien. On a ceux du Togo, Cotonou, qui demandent à rentrer du Mali. Ils veulent rentrer. Ils y sont encore, oui, ils dorment à la Belle Étoile. Ils dorment à la Belle Étoile, ils veulent rentrer, ils ne sont pas rentrés. On a ceux qui sont en France, on a ceux qui sont en Allemagne, on a ceux qui sont dans la zone des Émirats arabes qui veulent rentrer, ils veulent véritablement rentrer. Est-ce que le ministre comment on dit ça, le ministre des Relations extérieures, en complicité justement avec les ambassadeurs et les représentations consulaires, ne peuvent pas au plus vite émettre des propositions au Premier ministre pour trouver des solutions? Lorsque vous avez un président qui vous dit qu'il n'est pas là, et les autres membres du gouvernement, ils sont à sauf qui peut. Ils sont à sauve qui peut. Chacun va d'abord chercher à sauver d'abord ses proches et tout. Parce que même leurs collaborateurs des départements ministériels ne se voient pas. Quand un ministre ne peut pas communiquer avec le secrétaire général de son ministère, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il vous dit qu'il s'organise pour amener les Camerounais qui sont en détresse. Il dit c'est pour vous là-bas. Et c'est ça qui est dangereux. Nous sommes abandonnés par les pouvoirs publics, par notre gouvernement. Et c'est pour cette raison, et j'ai dit, et ils ont fait ça exprès. Je vous le disais, exprès dans ce sens que on ne veut pas qu'il y ait une formation citoyenne dans ce pays. Or, aujourd'hui, il est question que tout le monde s'accroche au gouvernement. C'est ça la patrie. C'est ça la patrie. Il y a un territoire, il y a un peuple, il y a un gouvernement. Et le peuple doit avoir les yeux rivés sur le gouvernement pour revendiquer un certain nombre de choses, pour réclamer un certain nombre de choses. On vous a compris, mon Bengan, et puis nous interpellons rapidement, et puis on regarde aussi vraiment, mais alors là, parce qu'on a eu des images assez difficiles, des Camerounais qui sont à Dubaï, qui sont en France, il faut faire revenir ces enfants à la maison. Consti Lamine, on vous retrouve pour la deuxième partie. Bien entendu, toujours en place pour remplir mon boulot, bien entendu, celui qui est de vendre les produits des partenaires qui font confiance au concept Salaka, mais également de servir tous les téléspectateurs de cette émission. Alors, après donc la grande vente promotionnelle de tout à l'heure, le concept Salaka revient avec l'un de ses produits phares, je dirais même, bien sûr, plan de ses produits phares, notamment la grande gamme Von Bio Omega Von Bio. Avant donc de parler une fois de plus de Von Bio Omega 3, je tiens déjà, bien entendu, à rappeler à tous nos téléspectateurs les modalités de livraison pour ce qui est du concept Salaka.
vous me regardez hors de la ville de Douala, vous avez besoin de commander un article au concept de Salaka. Les numéros de téléphone, vous les avez depuis plusieurs années. Vous nous appelez tout simplement, vous présentez votre besoin et nous nous chargerons, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, quel que soit le quartier, quel que soit le village, de vous faire parvenir votre commande. Oui, ça c'est pour les clients qui sont hors de la ville de Douala et même ceux qui sont dans la ville de Douala, qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis, qui est situé en face du palais d'Ika. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez-nous tout simplement de lundi à samedi, de 9h à 18h30 pour passer vos commandes. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de nous appeler entre ces horaires-là, peuvent appeler également à 19h à 20h. Nos téléphones sont ouverts 24 heures sur 24. C'est des clients de Yaoundé. Je le rappelle encore à tous les clients de Yaoundé. Je leur dis déjà merci beaucoup de faire confiance au concept Salaka parce qu'ils sont tellement nombreux qui font les achats au concept Salaka. Les clients de Yaoundé désormais pourront récupérer leurs marchandises à United Express auprès du représentant de Yaoundé. Alors, rapidement, le Von Bio Oméga 3, le prix n'a pas changé. Il est bel et bien de 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. On a également le Von Bio Lotion, votre lait de toilette pour diabétiques, qui reste toujours en promotion à 6 000 francs au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Alors, je ne saurais partir avec le concours de la réalisation sans présenter la pommade contre les hémorroïdes. Regardez cet emballage. À l'intérieur de cet emballage, il y a une pommade. Et cette pommade, elle permet d'éradiquer totalement le problème des hémorroïdes. Alors, je vous invite, chers téléspectateurs, à contacter le concept Salaka par appel ou par SMS ou de venir au magasin 1001 tapis. Nous sommes en plein cœur de Douala, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Acheter un produit, c'est bien, mais acheter un produit de qualité, c'est encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, le concept de Salaka est une référence, c'est un label sûr, raison pour laquelle ils sont tellement nombreux qui font confiance au concept de Salaka. Ne l'oubliez pas, nos numéros de téléphone sont ouverts de lundi à dimanche pour des appels, pour des SMS et surtout, tous les clients. On donne la garantie à tous nos clients. Et retenez-le, le concept Salaka ne dépanne pas les marchandises, mais les remplace. Vous achetez un article au concept Salaka, en cas de problème, revenez avec la marchandise. Nous allons tout simplement remplacer. Mais aujourd'hui, nous sommes sûrs de ce que nous vendons. Merci beaucoup et rendez-vous au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. C'est gentil, merci infiniment, Constille Amine. On vous retrouvera certainement avec beaucoup de plaisir demain pour de nouvelles communications autour du concept Salaka. Madame, Messieurs, le temps pour nous également de vous dire qu'on se retrouvera demain. Remercier Eric Watat, Sédictionant et surtout Emmanuel Wapi qui ont été à nos côtés pour nous permettre d'avoir une belle réalisation. Charles Amel Mbatou, Bonbon Bengan, Karine Santia et vous-même, Dominique Audrey Oyengelek. Le plaisir, c'est qu'on se retrouve demain pour servir davantage nos millions de téléspectateurs. D'ici à là, portez-vous bien, Madame, Messieurs, et restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.